Salut à tous, ici Kit Charlemagne, Alexandre, pour vous servir, de retour pour un nouveau podcast. Même formule que les fois précédentes, podcast tout à fait improvisé, à même mon logiciel de montage, où je suis au travail depuis toute la nuit déjà, parce que là en fait on est en fin de nuit, il est 6 heures au moment où je parle. Voilà, donc là normalement c'est les heures où je finis ma nuit de travail, ça peut être lecture, ça peut être écriture ou montage, là ça a été montage. Voilà, donc un petit podcast improvisé au gré de l'inspiration. Là, il se trouve qu'il y en a eu, donc me voilà. Je ne force pas quand je n'ai pas d'idée. En fait, cette fois-ci, le sujet qui m'est passé par la tête, dont j'avais envie de parler avec vous, il est lié au podcast précédent. Donc, pour indication, en fait, le podcast précédent que j'ai fait, c'était sur la correspondance, sur envoyer des messages, tout ça, autant des réseaux sociaux, donc les lettres en particulier. Et en fait, bon, pour ceux qui ont écouté ce podcast, vous vous souvenez peut-être que à la fin, j'insistais particulièrement, j'avais évoqué, hein, c'était un point de détail, hein, mais j'avais parlé des émoticônes, de l'usage des emotes, tout ça, comme quoi moi j'étais très client de ça, que je le faisais beaucoup, mais que c'était mal connoté de la part d'un garçon, qu'il était souvent, on voyait souvent écrit ou dit dans les vidéos en matière de séduction, entre guillemets, ou rapport homme-femme, qu'il fallait éviter quand on était un garçon de trop utiliser ça parce que ça faisait un peu efféminé, un peu féminin, que c'était surtout un truc de fille, etc. Voilà, donc ça m'avait marqué ce truc-là, déjà d'en parler, mais voilà, je rencontre souvent cette idée. Et du coup, ça m'a fait voilà, penser à d'autres choses, donc ben, ça m'a mené à un sujet là que j'ai encore pas très bien défini au moment encore où je parle, là, donc je verrai à la fin ce que ça donne, mais autour, je sais pas, du genre ou de la virilité ou du romantisme ou ce que c'est que d'être efféminé, de paraître efféminé. Enfin, je sais pas trop comment je vais placer ça. Je vais voir au gré de l'improvisation. Mais voilà, en gros, l'idée. Et puis de toute façon, les lettres, en fait, hein, en général, même les lettres que j'évoquais, le fait d'écrire des lettres, voilà, des lettres volontiers sentimentales et tout, voilà, ça aussi, ça peut sembler pas très viril entre guillemets. Je vais définir un petit peu tout ça après. Je vais pas faire un colloque sur la virilité, c'est juste un petit podcast comme ça, une petite confidence nocturne hein, comme je fais maintenant. Donc on va voir un peu où ça nous mène. Mais, euh, mais disons qu'en tout cas, oui, cette histoire donc voilà, donc d'emoji, d'emote, hein, pour enchaîner, ouais, ouais, ça s'inscrit en fait dans un ensemble de choses qui m'ont un petit peu fait réfléchir dernièrement, qui m'ont donné la réflexion. En fait, ça fait très longtemps. En réalité, je dis ça, mais c'est une espèce de sujet qui revient sans arrêt pour moi depuis quasiment toujours, en tout cas minimum mon adolescence. Donc en fait, c'est pas si nouveau que ça. C'est juste que souvent ça revient. Là, c'est en train de ça à nouveau, ça me travaille un petit peu, ça me revient à cause de trucs que j'ai entendus et que j'ai vus dernièrement. Mais en fait, j'ai toujours eu à me confronter à ce genre de questions parce que comment bah, de toute façon, basiquement, c'est là qu'on va être un peu dans la dimension un peu genre, on va dire, de ces vidéos. Alors, c'est pas pour coller à l'actu ou être dans la mode là, actuelle, etc. Surtout que vous savez, ceux qui me connaissent, je suis pas du tout dans le délire actuellement, la théorie des genres, des woke culture, tout ça, des UW, ça m'énerve très vite, je supporte pas. Voilà, moi j'ai une vision beaucoup plus simple, instinctive des choses. J'ai pas envie de politiser ça, j'ai pas envie voilà, d'en faire une lutte ou je ne sais quoi, ou de catégoriser, c'est pas du tout ça. Mais il se trouve en fait que moi, du coup, ça a toujours été au cœur de mes réflexions. C'est ça l'ironie. C'est que moi, je passe du coup souvent pour un réac sur ces sujets-là, parce que si vous avez le malheur de pas les approuver ou les défendre de la façon dont il faut le faire aujourd'hui, vous êtes forcément l'ennemi de ces gens-là. On connaît, hein, voilà, le clivage et tout. Or, moi, il se trouve que justement, je suis bien, je pense, plus leur allié que leur ennemi, parce que je suis depuis très longtemps dans ces réflexions-là, et même depuis bien avant que ce soit à la mode. Moi, ça fait très très longtemps que des choses m'ont pesé, etc. Entre autres autour de la notion de virilité. Pour une raison très très simple en fait, et je pense qu'en réalité on est beaucoup plus concerné qu'on ne croit, et sans avoir besoin d'en faire un étendard ou du militantisme, mais quand on a un garçon qui a pas trop les codes archétypaux classiques du garçon, fatalement on est obligé de se demander si on peut être crédible en tant que garçon. Et c'est là justement que c'est important, c'est que ces choses-là se posent moins si on est dans un délire peut-être plus transgenre ou carrément qu'on veut changer de sexe ou de genre. Parce que du coup, on passe de l'autre côté, entre guillemets. Là, la question les questions que je vais t'amener à poser dans cette réflexion, là, ce podcast improvisé, je vous dis, j'improvise, hein, donc désolé pour le manque de rigueur rhétorique ou intellectuelle de la démonstration, hein, c'est une conversation entre vous et moi. Mais
Ouais, le truc, c'est justement quand on se sent garçon. Moi, je n'ai jamais eu de trouble de la sexualité. Ça, j'ai jamais eu j'ai jamais eu de doute sur si j'étais un garçon ou pas. Je me suis toujours senti garçon dans un corps de garçon, hein, voilà, j'avais un corps de garçon et il se trouve que je me sentais garçon dans ma tête et que j'étais content d'être un garçon. C'est ça l'ironie. C'est que je vais beaucoup me plaindre là euh, des, euh, des pressions entre guillemets sur les garçons sur certaines choses et en même temps, moi, je revendique, je suis très content d'être un garçon. Je suis content d'être né homme, je me sens bien en tant qu'homme et je me sens homme. Voilà. Mais il se trouve justement, là je vais évoquer des choses qui font que ça vous met en difficulté pour être crédible en tant qu'homme. Et donc c'est marrant parce que là en fait ça va recouper des choses au niveau déjà du sujet sur la correspondance, mais même aussi de la friendzone finalement, ce que j'ai évoqué sur la friendzone. Donc voilà. Et donc voilà, quand on a un garçon à l'adolescence, même tout petit, mais surtout l'adolescence, ça ressort beaucoup. Bah voilà, qui est pas du tout branché sport, qui aime pas le foot, qui s'intéresse pas à picoler, euh, qui a pas une vision de l'amour, de la sexualité, de se faire un max de filles, ou d'être dragueur, ou qui est plutôt romantique, etc., idéaliste, qui apprécie la lecture, qui apprécie l'écriture. Enfin bref, on peut comme ça accumuler les choses, mais en gros, voilà, que vous cochez pas les bonnes cases du garçon, on va dire, typique et du coup viril en quelque sorte, hein. Même physiquement, ça, vous êtes un peu freluquet, un peu gringalet comme ça, vous n'êtes pas très porté sur votre apparence, vous n'êtes pas très costaud, et vous ne travaillez même pas ça, vous n'êtes pas sportif, voilà, encore une fois, vous n'êtes pas fêtard, vous fumez pas, vous buvez pas, enfin, tous ces petits trucs, en fait, ces petites marques, c'est bête, mais qui accumulées virilisent, hein, bizarrement. Voilà, que vous êtes juste, voilà, donc ce petit gars qui a écrit, qui lit, très, très nerd, hein, très intello, très geek, tout ça, bah, ça peut ne pas être évident comme ça donc non seulement en fait d'être crédible en tant que garçon, et ça j'y tiens cette idée-là, parce que c'est ça dans votre question en fait, comment être crédible en tant que garçon. Parce que, encore une fois, si vous voulez pas être un garçon, bah, en fait en enfreignant tous ces codes, ça va peut-être vous faciliter les choses, et en fait du coup c'est pas grave, parce que mais si vraiment vous vous sentez garçon, et que vous voulez être pris au sérieux en tant qu'homme, en tant que garçon, et là c'est important parce que c'est une question, vous avez compris, de rapport au sexe opposé, hétérosexuel, tout ça. Quand vous êtes un garçon et que vous voulez être pris au sérieux en tant que garçon, attirant en tant que garçon, et donc avoir une forme de virilité reconnue par l'autre sexe et l'attirer, eh bien là les ennuis commencent. Parce que si effectivement hein, vous voulez être soit, enfin vous êtes gay, vous voulez plutôt aller de ce côté-là, enfin c'est pas que vous voulez, du coup ça se choisit pas. En tout cas voilà, vous êtes plutôt gay ou alors vous êtes transgenre, etc. Les questions vont être un petit peu différentes. Parce que quelque part en fait tous ces aspects entre guillemets anti-garçons, bah, bien sûr vont consolider cette identité gay ou alors éventuellement transgenre et vont peut-être du coup être entre guillemets un atout dans la mesure où ça va vous identifier de ce côté-là un peu de façon stéréotypée, mais on va dire au moins que c'est moins grave en quelque sorte si les filles vous trouvent pas viril, vous trouvent pas attirant en tant que garçon, puisque vous n'êtes pas intéressé par les filles. Vous voyez ce que je veux dire? Là, le problème, j'ai vraiment posé la question sur un plan de je suis un garçon, je me sens garçon, je suis hétérosexuel, je revendique une forme de virilité, tout comme on peut revendiquer une forme de féminité quand on est une femme, mais je coche pas forcément les cases, je serais à deux doigts de passer pour un gay, en fait, à cause de certains critères débiles, hein. Je vais dire débiles complètement, hein, parce que moi ça fait longtemps que je les critique, hein. Encore une fois, j'ai pas attendu ce qui se passe aujourd'hui pour trouver ça déplorable, pour trouver qu'il y a des raccourcis, des facilités. Mais en tout cas, les choses sont ce qu'elles sont malheureusement, il y a des codes, il y a des stéréotypes qui sont tenaces. Faut dire aussi qu'ils sont pas là pour rien, moi en plus je reconnais leur légitimité, il est certain que si un certain type de comportement domine et est récurrent chez des garçons, c'est normal qu'à la fin ça fonde le stéréotype du garçon. On peut pas lutter contre en fait, c'est la norme, ce qu'on appelle la norme, et la norme on ne lutte pas contre. Moi je crois beaucoup en la norme, hein. Après elle est en votre faveur ou pas en votre faveur, moi elle est souvent en ma défaveur, mais on a tous un moment donné où la norme est en notre faveur. On peut pas être toujours anormal ou conformiste. Il y a des moments où on est dans la norme, d'autres on l'est moins. Euh, Moi sur ces aspects-là, je suis pas trop dans la norme et du coup c'est vrai que là ça peut poser difficulté, mais la norme elle existe néanmoins et de toute façon elle va toujours léser quelqu'un puisque la norme par définition elle constitue une majorité, mais une majorité il y a toujours une minorité. Donc c'est là en fait l'illusion, hein, l'utopie SJW woke, hein, c'est d'éliminer quasiment la norme en fait. Mais la norme elle existera toujours parce que la norme c'est celle qui se dégage d'une majorité, c'est une idée qu'on se fait de quelque chose grâce à une majorité qui finit par en former une espèce de portrait, voilà. Et donc, bah, c'est inévitable en fait. Il y aura toujours une norme dans un sens ou dans l'autre, qu'elle nous arrange ou pas. Donc moi, je suis assez résigné là-dessus. C'est pour ça que je suis assez fataliste comme toujours, hein, mais je sais qu'il y aura de toute façon toujours une norme de ce que c'est qu'une fille, ce que c'est qu'un garçon, et ce que fait une fille, ce que fait un garçon. Et tiré en fait directement de la majorité des comportements. Bon voilà, il se trouve que là, dans ce cas-là, voilà, du coup, je me retrouve un petit peu à part, mais peut-être que les lignes sont en train de bouger. C'est aussi ça dont je vais parler.
Bref, donc ces réflexions, comment elles me sont venues? Alors, de différentes sources, en fait, de deux sources principales. En fait, enfin, toujours les mêmes, en fait, hein, des articles que je lis, des choses que je lis dans des témoignages, des choses comme ça, et aussi la télévision, beaucoup, hein, les reportages, etc., les trucs que je vois, les observations des mœurs, en fait, en général, hein, mon vécu, et puis aussi deux sources, de la fiction, les fictions, les séries américaines, alors, en particulier, plus elles sont innocentes, moins, en fait, elles visaient à dire quelque chose socialement, plus elles sont révélatrices en fait. Parce que justement, elles se rendent pas compte de ce qu'elles disent, elles font pas exprès. Et en fait, c'est comme des lapsus en fait, elles révèlent des idéologies. C'est pour ça que Friends, qui est une série que je déteste, est une série pour autant incontournable et très importante sur le plan des mœurs, sociétalement. Parce que Friends, c'est pas une série sociologique a priori. Mais elle est tellement justement dans... Elle réfléchit pas entre guillemets, elle se contente tellement simplement de retranscrire ce qui lui semble être une certaine norme de comment on sort avec quelqu'un, de ce que c'est que être amoureux, quelles sont les étapes, etc., l'amitié, tout ça. Finalement, il y a plein de choses que ça trahit sur ce que c'est qu'une certaine norme, même s'ils ne sont pas tous très normaux, vous allez me dire, ils sont très originaux, mais il y a des messages de normes en fait qui ressortent de ce genre de sitcom. Donc les sitcoms sont très importantes là-dessus. Et donc justement, moi, c'est le sitcom que j'ai en tête. En fait, c'est bien des modèles que des contre-modèles, où je vois en fait surgir des choses, je vois euh, sous-entendu des choses par rapport à ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait pas faire, ce que c'est qu'être un garçon, ce que c'est qu'être une fille. Alors c'est en train de bouger encore une fois, parce que là, vu l'époque dans laquelle on est, délirante, alors le problème c'est que ça bouge dans un sens pour moi que je trouve caricatural et pas plus intelligent, parce qu'on sent, c'est surligné, on voit bien les appels du pied lancés, voilà, presque démagogiquement à l'idéologie actuelle, donc c'est pas mieux. Donc ça bouge un petit peu, mais justement parce que ça se regarde aujourd'hui, ça a pris conscience de soi et ça se regarde, alors qu'avant ça se regardait pas, et du coup c'était plus spontané et ça révélait des choses authentiques, je trouve. Voilà, donc les sitcoms, et la dernière source, en fait, c'est celle que je cite souvent dernièrement, c'est on va dire ce que j'appelle les coachs sentimentaux, mais j'aime pas le terme, enfin ça, je regarde des vidéos parfois par curiosité, surtout parce que je me retrouve pas vraiment dans l'idéologie que ça décrit, donc c'est plus par... voilà, encore une fois, pour me tenir un peu au courant de quelles sont les mentalités de l'époque, de ce qu'on dit aux gens, de comment on leur définit l'amour, comment on prétend leur expliquer l'amour, parce que moi j'ai mes sources, j'ai mes lectures, j'ai mes idées, et je vois comment, en fait, désolé, hein, le connard de base, hein, les lambda, qui ne lisent pas, hein, qui n'ont pas des connaissances très poussées sur le sujet, on va dire vraiment intellectualisées, mais qui vont voir le coach du coin qui va leur apprendre à draguer, à approcher les gens. Il y a, comment, ce qui en est dit, quel est le discours sur la séduction, sur ce que c'est qu'être un garçon, ce que c'est qu'être une fille, ce que c'est qu'être amoureux. Voilà. Alors attention, je dis pas que ça dit que des bêtises. Moi, ce que je dis toujours de ces coachs-là, dont certains d'ailleurs je les apprécie parce que certains sont sympathiques, mais ces gens-là, pour moi, ils ne sont valables que sur le terrain empirique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier que ce qu'ils disent est efficace, fonctionne sur le terrain empirique et réel. On ne peut pas nier. Ils sont très bien ancrés dans leur époque, ils sont très bien ancrés dans la réalité d'aujourd'hui, et donc les conseils qu'ils donnent, ils marchent. Toutes les techniques, là, silence radio, fuis-moi je te suis, tout ça, les grands classiques, là, ça marche, on le sait. De toute façon, c'est la réalité le prouve. On le déplore, moi je trouve ça lamentable, déplorable que ça fonctionne comme ça, mais ça fonctionne. Donc si vous voulez réussir, vaut mieux écouter ces gens-là que moi, hein, évidemment. Euh, mais en revanche, c'est clair qu'ils ont un manque de profondeur et de background en fait intellectuel et historique sur le sujet, puisqu'ils n'ont pas lu les grands textes qui ont été écrits dessus. Ils n'ont pas lu d'autres façons de penser que leur époque. Ce sont des gens très ancrés dans leur époque, très contemporains, mais ils n'ont pas de vision plus large sur le sujet, sur comment, selon les époques, ces choses-là ont changé, étaient différentes. Voilà, ce qui les intéresse, c'est le présent, hein, on peut le comprendre, hein, c'est ce qui intéresse les gens qui les regardent, mais ils n'ont pas de vue d'ensemble et du coup de nuances, en quelque sorte, de dire ça pourrait être comme ça, pourquoi ça a changé, pourquoi c'était comme ça avant, maintenant c'est plus comme ça. Et voilà, et donc ils n'ont pas non plus de proposition finalement, ils proposent pas autre chose vraiment. Eux ils sont là pour proposer les choses qui ont fonctionné sur le présent maintenant, mais pas proposer une autre façon d'aimer plus tard, peut-être dans une autre époque et tout. Voilà, ils n'ont pas de projet évidemment de ce genre-là. Voilà, donc je regarde ces vidéos-là, et donc ça révèle beaucoup sur si vous êtes un garçon, faites ça, faites ça, faites ça, autrement vous allez tomber dans la friend zone, autrement vous allez passer pour ça, pour ça, pour ça, vous allez passer pour l'ami, pour le confident, et puis vous êtes une fille, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Donc voilà, on voit vraiment à l'œuvre les clichés, et malheureusement réels, hein, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de les nier, moi je les nie pas, je suis pas là pour dire tout ça c'est des conneries, c'est faux, il faut tout déconstruire. Non, je crois qu'on est... Je sais pas si ça se déconstruit tout ça, juste que... En revanche, il est intéressant de montrer on peut être autrement, et si on est autrement, comment on fait. Comment on fait pour se faire respecter, pour se faire aimer, pour se faire désirer, pour trouver sa petite place là-dedans en fait. Hein. Moi, j'ai pas l'intention de changer le monde et les hommes et les femmes tels qu'ils sont depuis si longtemps et qu'ils risquent d'être encore très longtemps. Mais c'est vrai que quand on est un petit peu voilà, différent, et puis de toute façon les choses changent. Encore une fois, les lignes bougent, hein, et je pense que
les hommes changent quand même. Il y a des changements observés chez les hommes, hein, on le sait sur les hommes, par exemple, au foyer, tout ça. Il y a des choses qui ont beaucoup bougé au niveau de l'investissement des hommes dans le ménage et tout, avec les enfants. Et puis bah, chez les femmes aussi. Les femmes, voilà, en fait, si on voulait caricaturer, ça se dit de temps en temps aujourd'hui, ça fait un peu simpliste, mais c'est intéressant comme piste. On a tendance à dire aujourd'hui que les hommes se sont féminisés, que les femmes se sont virilisées. Et il y a du vrai, moi je trouve, moi de mon observation, je ressens souvent ça. Je trouve qu'il y a une virilisation des femmes. Les femmes se virilisent. Je trouve que beaucoup de femmes sont de plus en plus dures. Je ne sais pas si c'est un air qu'elles se donnent pour se faire respecter tout ça, mais les femmes sont dures, sont moins romantiques, sont plus distantes. Bon, si voilà, ça s'appelle aussi le carriérisme et tout ça. Et les hommes se féminisent. Je vois des mecs de plus en plus, enfin de moins en moins sûrs d'eux, euh, de plus en plus, comme ça, on va dire, à écouter leurs sentiments, machin. Enfin, je sais pas, c'est un peu caricatural, c'est mes observations, mais j'ai l'impression comme ça qu'on a un chassé-croisé qui est quand même intéressant et en même temps un peu perturbant. Voilà, qui inverse un petit peu les rôles. Mais finalement, vous voyez, qui revient à dire que le masculin et le féminin se recherchent toujours. Hein. On disait ça au salon 111. Et vous voyez, au-delà des sexes, encore une fois, on le répète, hein, on peut être féminin en étant un homme, bah, c'est ce que je vais un peu développer ici, et puis on peut être masculin en étant une femme, je veux dire physiquement. Et donc là, c'est presque un peu ce qui se passe. En fait, finalement, le masculin et le féminin se suivront toujours, quitte à se croiser. Finalement, peut-être que ces femmes qui se virilisent, entre guillemets, vont en compensation chercher peut-être des hommes plus féminins, plus sensibles, plus doux, etc. Et inversement, les hommes, peut-être que ces hommes, je sais pas, un peu féminisés, vont chercher des femmes un peu plus de caractère, affirmées, etc., un peu virilisées, avec des marques comme ça, même niveau des mœurs et tout, voilà, je sais pas. C'est une idée en l'air, hein, je spécule complètement. Dès qu'on est sur ce terrain-là, on fait des approximations, on est dans, voilà, sauf données sociologiques, c'est compliqué. Bon après, voilà, il y a un truc aussi qu'il faut apprendre à refaire, qu'on faisait à une époque, et maintenant, là, aujourd'hui, qu'on est dans une époque très scientifisée, c'est devenu un tabou, mais réfléchir un peu comme ça en l'air, en fait. S'accorder de faire des hypothèses, de spéculer, de dire des choses sans toujours balancer des chiffres, des statistiques, vouloir tout prouver, parce qu'on ne peut plus oser élaborer de réflexions là, comme ça. Et on n'aurait jamais écrit un traité comme De l'amour de Stendhal, ou alors d'autres traités, en fait, sur l'amour qui ont été pourtant brillants et importants, si ces mecs-là avaient dû faire des statistiques et prouver tout ce qu'ils disaient scientifiquement. Non, c'est pas comme ça qu'on écrit un bon traité sur l'amour. Parce que l'amour, c'est pas 2 plus 2 égale 4, on le sait. Bref, bon, ça digresse déjà beaucoup ce podcast. Voilà, donc voilà mes sources un petit peu, voilà les choses qui m'ont inspiré des réflexions. Et c'est vrai qu'entre autres, pour commencer par le cliché, entre autres, voilà, sur les femmes, je lis souvent, enfin, c'est pas non, je lis pas souvent, en fait, surtout j'entends souvent, entre autres, dans les vidéos de coach et tout. Et bon, aussi, voilà, dans les sitcoms, ça revient, les caractéristiques, en fait, un petit peu affublées aux femmes de façon stéréotypée. Il faut dire, parfois, qu'ils se vérifient. Voilà, en fait, même sur les petits reproches, entre guillemets, faits aux femmes, parce que souvent en fait c'est sur un ton vaguement de reproche, de dire voilà les femmes, bon on les aime, mais enfin bon elles sont comme ça, elles sont comme ça, elles sont comme ça, mais bon c'est ce qui fait qu'on les adore. Et en fait c'est les termes qui reviennent souvent, j'ai remarqué, comme ça, qui caractériseraient le comportement féminin entre autres dans les relations amoureuses, les flirts, la séduction, tout ça, ce serait de tout analyser. Hein, que les femmes analyseraient tout, elles analysent les messages, elles analysent les mots, elles sont attentives aux moindres petits signes, etc. Donc le côté analyse. Écrire des pavés, que les femmes seraient bavardes, elles écrivent des pavés, elles disent tout, etc. Elles ont besoin de beaucoup s'épancher, par opposition aux hommes qui seraient plus taciturnes. Du coup, elles expriment beaucoup leurs sentiments aussi, hein, corollaire. Hein, elles écrivent des pavés, et puis du coup, elles vont beaucoup plus volontiers exprimer leurs sentiments, se confier, etc. Qu'elles vont utiliser beaucoup d'émoticônes, on revient au coup des émoticônes, hein, voilà, ça revient au côté expressif, hein, je mets des cœurs, je mets des smileys, etc. Et tout et tout. Euh, et donc voilà, bon bref, c'est déjà en fait un premier package un peu comme ça, associé en fait aux femmes. Et ben, le problème c'est que moi je me reconnais complètement là-dedans. Moi quand j'écoute ça, alors ça peut être des filles qui en parlent, hein, qui parlent d'elles-mêmes, qui disent ah, nous les filles on est comme ça, ou alors des mecs qui disent bon les femmes attention parce qu'elles font ça, nous les mecs on est différents. Et le problème c'est que moi je me reconnais davantage dans la description faite des femmes dans mon comportement que des hommes. Parce que je suis comme ça. J'analyse tout. Moi je suis quelqu'un qui analyse tout. C'est une déformation professionnelle, mais moi j'analyse tout. Moi je suis quelqu'un qui analyse tout ce qu'il écrit, tout ce que les autres écrivent, qui va analyser la virgule près. Alors attends, elle a mis la virgule là, si elle a mis la virgule là, c'est qu'en fait elle même tape pas tant que ça. Alors attends, parce qu'elle a fini par un point, elle a pas mis de cœur. Alors si elle a pas mis de cœur, c'est qu'en fait elle m'aime pas, en fait elle est froide. Attends, en fait avant elle a dit ça, c'est-à-dire qu'en fait elle me fait pas. Voilà, donc moi j'analyse tout déjà. Comme les femmes, hein, caricaturalement paraît-il.
Je fais des pavés. Bon, moi, je suis monsieur pavé. Je suis très à l'aise avec les mots. J'ai besoin de beaucoup écrire. J'aime qu'on m'écrive beaucoup et j'aime beaucoup écrire. Moi, pour moi, plus un message est long, plus du coup, il y a eu de la générosité dedans, de la sincérité. Je n'aime pas ce qui est bref et court. Je trouve ça froid. Je trouve ça pas chaleureux. Je trouve ça parfois pas très sincère. Je me doute de la sincérité d'un message comme ça. Je trouve que c'est pas très investi, parce que par définition, on n'a pas mis beaucoup de temps et de son énergie et de son cœur. Je trouve pas ça très intéressant parce que c'est très vite lu et qu'on a vite fait le tour et je me dis bon bah super, bravo, mais enfin bon, j'apprends pas grand chose. Donc moi j'aime à la fois recevoir des pavés et en écrire. J'exprime mes sentiments aussi du coup, moi je suis très à l'aise avec mes sentiments depuis toujours. Donc je le disais la dernière fois, dans un monde de constipés, c'est très compliqué parce que les gens, eux, pour leur arracher leurs sentiments, bonne chance. Et c'est ça que moi j'ai toujours été à l'aise sur le fait de dire je t'aime, je t'adore, tu me manques, je t'apprécie beaucoup, je suis triste sans toi, ça m'a fait de la peine. Voilà, je suis très à l'aise avec tout ça, j'ai toujours su le dire, toujours trouvé important de le dire. Et puis bah, les émoticônes, j'en parlais la dernière fois, c'est important dans la communication. Voilà, c'est vrai que dans la communication écrite, moi je trouve ça important. L'écrit, il y a trop de malentendus possibles, c'est à froid, on ne sait pas ce que veulent dire parfois les mots. Et moi je trouve ça très important de mettre des intentions, des marqueurs d'intention dans les phrases parce que ça oriente. On sait si l'autre est ironique, si l'autre est sérieux, si l'autre est triste, si l'autre est affectueux, si l'autre est froid, etc. D'ailleurs, l'absence de l'émoticône, pour moi, tacitement sous-entendu, veut dire un peu froid. C'est-à-dire que si on ne met rien, pour moi, c'est vraiment neutre en fait. Et donc voilà, et donc justement, il faut moi, les émoticônes, pour moi, ils ont deux fonctions. Alors, une qui va étonner, hein, mais finalement, je fais un peu le prolongement du sujet précédent sur la correspondance. Mais pour moi, les émoticônes ont une fonction émotive. Donc, la fonction émotive, c'est celle qui est là, justement, émoticône, pour indiquer les émotions, pour teinter le message. Et les émoticônes ont pour moi une fonction esthétique. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est complètement fou, le gars, il continue avec ses histoires de messages. Mais c'est vrai, moi, c'est la dernière chose que je fais, les émoticônes, quand j'écris un message. D'abord, je l'écris sans emote, juste comme ça, juste le message pur. Mais à la fin, comme je trouve le message très glacial en étant juste noir sur blanc comme ça et sans aucune indication d'émotion, je vais le décorer entre guillemets, je vais l'orner, je vais faire l'ornement du message, le vernis. Et du coup, à la fin d'un message écrit comme ça, hein, je parle surtout de la message, en gros la correspondance galante, hein, je veux dire, vous inquiétez pas, j'écris pas à tout le monde comme ça, il faut quand même être clair, c'est souvent les messages de quelqu'un à qui je veux plaire, adressé à une fille, à la dame de mes pensées, à une femme de mon cœur, ou à quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, à des meilleurs amis et tout comme ça, où je fais très attention, où je suis un peu plus investi dans les messages. Voilà, je fais pas ça à tout le monde, c'est bon, on se calme. Mais effectivement, je le fais quand même, voilà, pour certains. Et donc voilà, et donc à la fin, je vais procéder à l'ornement du message. Donc il faut l'orner, il faut le décorer ce message, il faut mettre de la couleur, il faut l'espacer, il faut ponctuer, il faut faire de la typographie, mais il faut mettre un peu de gaieté là-dedans et d'émotion. Voilà. Et donc c'est là que les émoticônes interviennent. Ils vont avoir à la fois avoir une fonction esthétique, le message va être plus catchy à l'œil en ayant des émoticônes qui le parsèment comme ça, qui le décorent en quelque sorte. Alors c'est encore plus sympa sur Snapchat en fait où il y a carrément les bitmojis, ce qu'on appelle les bitmojis, donc votre avatar un petit peu comme ça customisé, vous pouvez faire des mises en scène rigolotes et tout, ça c'est très sympa. Je trouve que ça donne un petit côté un peu comic book, un peu BD parfois si vous structurez vos messages autour de ça. Pour les gens créatifs comme moi, si vous ajoutez des snaps, etc., ça peut vraiment devenir stimulant et à faire et éventuellement à recevoir. Et puis voilà, finalement, la fonction émotive qui est importante, d'indiquer un peu voilà, l'émotion du message, hein, dans quel état d'esprit on est. Et puis bah, ne pas hésiter à marquer les sentiments. Encore une fois, dans la correspondance galante, bah, moi je suis désolé, je trouve que tout l'intérêt de la correspondance galante, c'est de s'envoyer de l'amour. Et bah, l'amour, il s'indique entre autres, bah ouais, les petits cœurs, les machins comme ça, bah ouais, ça fait plaisir à voir dans un message que vous recevez, et ça fait plaisir, je trouve, à envoyer, et ça indique les choses. Alors, voyez peut-être le truc venir, parce que peut-être déjà certains, rien qu'en m'écoutant, sans même que j'ai à le reformuler, à le dire, à poser le problème, vont se dire, oh là là, mais lui, ses messages, ça va être un truc de girly, un truc complètement fifi, quoi. Le mec, il a 30 balais, il envoie des messages de gonzesses, ponctués d'émoticônes, avec des petits cœurs partout, tout ça. Putain, mais c'est pas possible, le gars, mais il doit passer pour une tafiole, pour une grosse starlouse. Désolé pour les mots hein, qui se disent plus aujourd'hui, mais bon, moi je trouve ils ont le mérite d'être, ils sont musicaux, ils sont très pimpants, tout ça et tout. Voilà, si les gens comprennent vraiment le fond de ce podcast et de ce message-là, ils comprendront à quel point tout cela n'a rien d'homophobe et n'a rien de macho, c'est tout le contraire de mon message, c'est tout ce que je vais déplorer là, justement, de dire que le problème c'est qu'il y a des raccourcis qui sont faits, qu'on peut pas à la fois être un homme et en même temps exprimer des sentiments, montrer de la sensibilité, etc. Donc si vous êtes aussi con que ça, je peux rien pour vous, allez faire un tour ailleurs si j'y suis. Voilà, donc je crois que c'est Baudelaire qui disait dans une préface, ceux qui me comprennent n'ont pas besoin d'autres explications, et ceux qui ne comprennent pas, de toute façon, ne comprendront jamais, donc voilà, c'était la préface des Fleurs du Mal. Donc voilà, donc c'est vrai que du coup, vous voyez, peut-être même certains, hein, quand s'imaginaient mon message, vont dire ouh là là, mais lui, ces messages, des trucs de filles et tout, machin. Et c'est pour ça, oui, là, on touche un peu au truc, au sujet, c'est que moi, de moi à moi,
ces messages-là, moi je les écris d'une façon dont moi j'aime les recevoir de quelqu'un, et où moi ça me semble pas problématique de l'envoyer des comme ça, tout en étant un garçon, etc., en me sentant pas moins viril en le faisant, en étant dans une démarche de séduction justement, mais en étant moi-même en fait. Et moi-même, bah, c'est ça. Et le problème, bah, c'est quand être vous-même, bien, ça ne rentre pas dans les bonnes cases et voire même ça peut vous desservir. Et en l'occurrence, là, évidemment, si on écoute les bons conseils, et je le sais malheureusement bien fondés, de ces messieurs, dames, les coachs, etc., en matière de sentimentalité ou de séduction, tout ça, dans certains cas, ça peut être quasi suicidaire en fait en tant que garçon d'écrire des messages comme ça. D'envoyer des pavés à son crush, à une fille. Alors non seulement vous envoyez des pavés, mais en plus vous êtes trop expansif niveau sentiments, et qu'en plus vous parsemez ça d'émoticônes, les smileys qui tirent la langue, et le clin d'œil, et le sourire, et les lunettes de soleil, et les petits cœurs, etc. Mais ils vont tous vous dire, je vois des vidéos comme ça, vous allez passer pour un gars efféminé, ça fait pas viril, ça fait un peu meilleure copine, ça fait girly, donc vous ne serez pas séduisant, la fille passera à autre chose, etc. Elle vous friendzonera. Ce qui, hélas, me semble souvent fondé, hein, je sais pas après, mais ça m'a l'air, à mon avis, d'être peut-être vrai. Mais problème, je suis comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est aussi un autre truc que j'adore avec les coachs sentimentaux, moi ils me font marrer, hein. Ils ont toujours pareil, hein. Je reviendrai dessus parce que j'ai prévu des choses là-dessus. De toute façon là je vais être à la croisée plein de sujets que je comptais aborder séparément, la sapiosexualité, les coachs sentimentaux, etc. Mais bref, je vais esquisser tout ça, mais les coachs sentimentaux, ils sont toujours les mêmes. C'est toujours en train de dire, alors le plus important, surtout en séduction, c'est peut aussi être les filles, hein. Alors le plus important en séduction, c'est soyez vous-même. De toute façon, voilà, il n'y a rien de tel, être soi-même, être naturel, il faut surtout pas forcer les choses, il faut pas essayer de quelqu'un d'autre, le mieux c'est d'être vous-même. Bon, là vous dites ça, vous dites bah super, écoutez, tant mieux, hein, comme disait Jean Cocteau, soyez vous-même, tous les autres sont pris. Hein. Vous dites bah, génial, moi ça me va, ça tombe bien, en plus moins d'efforts à faire, comme ça on est soi-même. Mais aussitôt qu'ils ont dit ça, alors par contre, si vous faites ça c'est pas bien, si vous faites ça c'est pas bien, si vous faites ça c'est pas bien, alors il faudrait essayer de faire ça, surtout soyez comme ça, soyez pas comme ça, soyez comme ça, et faites ça, plutôt ça. Donc en fait, ils vous disent vous-même. Sauf pour ça, et ça, si vous êtes comme 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 ça. Donc en gros, il faut être soi-même, mais plutôt comme eux. Hein. Et donc en gros, il faut pas être soi-même. Hein, parce que très vite, en fait, quand vous regardez, enfin surtout quelqu'un comme moi, quand vous regardez entre eux ce qu'ils proposent et ce que vous êtes, vous faites, ouais, enfin en gros, là, ils me disent être moi-même. Mais à les entendre, si je suis moi-même, vu que je corresponds à tout ce qu'ils disent être mauvais, je vais dans le mur et je vais pas y arriver. Et donc en gros, il faudrait que je change, que je me force, que je force ma nature, que je triche. Etc. Et donc voilà, donc on se retrouve un peu face à un dilemme là-dedans, parce que évidemment, si on en a rien à foutre, et d'ailleurs moi, ce qui est plutôt mon état d'esprit en fait, en réalité, encore une fois, ceux qui me connaissent, vu mon abandon, mon laisse tomber dans ce domaine en fait, un peu sentimental, tout ça, d'avoir un petit peu jeté l'éponge, fait que ça fait maintenant quelques années que je m'en tape en fait. J'ai souvent dit que maintenant, limite, si j'étais le meilleur ami gay des filles, je m'en foutais presque. En quoi ça changeait de toute façon mes intentions? J'ai plus de viser dans le domaine, etc. Donc après tout, qu'est-ce que ça peut changer pour moi? Oui, pour ma fierté, ok, bah oui, pas de bol, j'ai du mal à plaire, on va dire, hétérosexuellement, parce que du coup, j'ai pas les caractéristiques qui font viril, un peu macho, tout ça. Bon, mais à part ça, concrètement, ça change pas mes plans, en fait, hein, puisque bon, je me suis plutôt résigné dans ce domaine. Mais, euh, mais c'est vrai que comment même si ça change rien, voilà, et même si voilà, on laisse tomber pour la fierté, ça pose vraiment question. Et donc, est-ce qu'il faut que je reste moi-même? Est-ce qu'il faut que je change? Moi, j'ai tendance à dire je reste moi-même parce que c'est beaucoup plus facile comme ça, que je préfère et que moi j'apprécie mes valeurs, encore une fois, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai qu'il faut en prendre acte, il faut du coup savoir à quoi ça expose et ce que ça nous fait rater ou perdre. Et les conséquences de ça, elles sont réelles, je pense. D'être aussi à côté de la plaque, d'être aussi différent, d'être quelqu'un qui écrit des pavés, qui est trop rapidement attaché, expressif, alors le fameux terme needy aussi, hein, être needy, hein, avoir besoin d'affection, etc. Qui aime bien avoir des retours de sentiments et tout. Donc tout ça c'est très mal vu et donc si on assume, comme c'est mon cas, il faut aussi assumer les conséquences, comme pour tout d'ailleurs. Ou alors il faut changer, il faut se forcer, et là on passe dans un autre problème, et là on entre dans vraiment la séduction un peu forcée, stratégique, tout ça. Moi c'est pas mon délire. Mais on y vient quand même malgré tout, entre guillemets, à ces questions-là, puisque autant on peut faire le choix volontaire de jeter l'éponge en matière de couple, de relations classiques, etc. Mais on n'est jamais à l'abri d'un béguin, d'un crush, ça c'est les sentiments. Là on n'est plus dans le rationnel de la mise en couple. Là on est vraiment juste dans le cœur, en fait, hein, qui malgré lui va s'enticher, etc. Et du coup, qu'on le veuille ou non, plus fort que nous, on va vouloir plaire à cette personne. On va se mettre en situation de séduction quand même. En tout cas,
on va être soucieux de savoir si elle nous aime bien, on va être soucieux d'avoir des bonnes relations avec elle, de lui plaire, en fait, oui, de la séduire finalement quand même, hein. Et donc là, on va commencer à analyser ce qu'on fait. Là, on va commencer à se demander si on a la bonne attitude. Là, on va redouter quand même, peut-être pour une question de principe, mais d'être mis dans la case friend ou la case ami gay qu'on n'est pas, hein, parce qu'on a envie d'être un homme à ses yeux. Si les sentiments ne sont pas réciproques, si même il n'y a pas de projet de couple, ça n'empêche pas de vouloir peut-être juste être respecté, en fait juste être respecté en tant qu'homme à part entière, désirable, aimable, etc. Et il est là le truc, hein. Je l'avais déjà évoqué pour la friendzone, hein, je renvoie au podcast sur la friendzone, mais le vrai fond de la friendzone, le vrai part de souffrance, je pense, moi selon moi, elle est moins dans le fait de ne pas être aimé en retour. Je pense que ça se surmonte plus facilement, ça s'accepte plus facilement, et d'autant plus facilement s'il y a du respect en face. Et je pense que la friendzone dégénère quand il n'y a pas de respect. Et généralement, malheureusement, la friendzone s'accompagne d'irrespect de la part de l'autre qui ne respecte pas soit la femme que vous êtes, soit l'homme que vous êtes, qui vous désexualise, et ça c'est humiliant. Et du coup, en fait, en vous désexualisant et en ne vous respectant plus en tant qu'homme ou en tant que femme, va parfois abuser de vous, de votre gentillesse, de vos sentiments. Et il est là le truc humiliant pour l'autre et dont on se remet mal, qui fait des blessures d'ego terribles et qui fait souffrir. Donc, je pense que l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est dans cet aspect de se faire respecter en tant qu'homme. De réussir, malgré ce qu'on est, même si c'est à l'opposé de ce qu'il faudrait faire pour être séduisant, pour être viril, machin, eh bien, à se faire respecter en tant que garçon. Dire, tu ne me nieras pas, tu ne me couperas pas mes couilles, tu ne me nieras pas que je suis un homme, un garçon, j'ai le droit d'être un garçon de cette façon-là. C'est une autre façon d'être un garçon. Tout comme il y a plusieurs façons d'être une femme, il y a plusieurs façons d'être un garçon. Voilà. Mais le pas est vite franchi de dire, bah non, mais c'est pas un mec, ça. Ouais, non, c'est qui fait pas mec, qui fait pas homme, il fait pas femme, hein, c'est pas une femme, ça. Voilà, bon. Donc, voilà un petit peu le délire. C'est vrai que moi, je pense à des exemples dans la fiction, en fait, aussi qui m'ont dernièrement inspiré. Alors, dans un sens positif ou négatif, moi, je vais peut-être parler des exemples positifs, parce que du coup, en fait, moi, c'est là en fait que j'ai trouvé mes modèles réconfortants, rassurants, et mes exemples, mes exemples plats, comme on dit en latin, les exemples plats, exemplum au singulier, comment d'alternatives en fait, de comment être un homme autrement. Il y a une alternative à être un mec, à celle de Bruce Willis, Mel Gibson, ou le gars de base là comme ça, qui ont prête les caractéristiques de pas trop réfléchir, être un peu dans l'impulsion, dans l'immédiat, de pas exprimer trop ses sentiments, d'être un peu pudique là-dessus, voire de pas aimer ça du tout, voilà, d'être assez neutre et tout machin, enfin c'est conneries là, c'est cliché. Et il y a des exemples comme ça qui m'ont marqué moi dans la fiction, alors beaucoup dans la littérature dernièrement, parce que forcément, et ça va être bon, un des principaux trucs, mais la littérature, il n'y a pas de hasard. Moi, j'ai souvent dit, j'aime en partie lire parce que tout d'un coup, le monde s'inverse, hein, les valeurs se renversent complètement quand je lis. Quand je lis de la littérature classique, toutes les valeurs qui sont plutôt marginales, voire même humiliées dans la réalité, tout d'un coup, en fait, prennent le dessus dans le monde de la fiction littéraire et deviennent les valeurs maîtresses et font les héros. En fait, je peux le dire parce que c'est un fait. Moi, je suis de la trempe des héros dans la littérature classique. Il y a beaucoup de héros classiques dans lesquels j'ai pu m'identifier qui me ressemblent énormément. Parce que j'ai des points communs avec les auteurs qui ont écrit ces livres, parce qu'on a le même type de mentalité, de sensibilité, de vision de l'amour, de vision des gens, de pessimisme et tout ça. Il y a plein de choses qui se ressemblent. Et fatalement, ils font des héros du coup qui sont de ma trempe, des gens qui analysent beaucoup les choses, qui analysent beaucoup, voire trop, qui sont un peu à fleur de peau, qui sont il y a beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup d'idéalisme, il y a une vision très absolue de l'amour, ils sont très passionnés, ils sont du coup très jaloux. Enfin, il y a beaucoup de points communs. Moi, psychologiquement, Alceste chez Molière dans Le Misanthrope, Des Esseintes de Huysmans dans Un rebours, Ewald dans L'Ève future d'Aurevilly, excusez-moi, de Villiers-l'Isle-Adam, excusez-moi. Bien sûr, Julien Sorel dans Le Rouge et Noir de Stendhal. J'en passe et des meilleurs. Hein. Dans Proust, là, actuellement, le narrateur, quand même, j'ai énormément d'affinités intellectuelles et émotionnel avec le narrateur, la façon de penser, de voir les choses, de voir les femmes, de voir l'amour, tout ça. Bref, donc moi la littérature c'est un domaine où tout d'un coup, alors que je peux souvent passer pour un con ou pour une pédale, une tafiole ou un mec complètement à côté de la plaque dans la réalité,
tout d'un coup, dans la littérature, c'est ma revanche, c'est ma vengeance que je suis du côté des héros. Je suis du côté des gens qui ont raison, je suis du côté des gens qui sont nobles, qui sont... voilà, des personnages comme ça, très aristocratiques, qui ont des grandes passions, donc c'est vu sous un jour voilà, positif, tout ça. Donc c'est la revanche, hein, c'est vraiment la revanche. Et puis c'est surtout très agréable parce que d'un coup, on se sent compris, on se sent validé. Hein. J'aime pas ce terme-là, je déteste ça, puis j'aime pas le côté courir après une validation. Mais il faut quand même dire c'est agréable, en fait, parce qu'on voit ses valeurs consacrées, en fait, hein, et triompher. Et c'est vrai que du coup, contre l'ennemi, justement, l'ennemi, les gens ordinaires, le conformisme, les gens bas de plafond, les bourgeois, tout ça, enfin, tous les grands ennemis clichés des littéraires, hein, voilà, depuis toujours, hein, c'est une vieille guéguerre hein, idéologique, tout ça, j'ai souvent évoqué ça dans les podcasts. Donc, tout d'un coup, en fait, dans la littérature classique, c'est vrai que être quelqu'un de très émotif, de très sentimental, qui est presque amoureux de nature par naissance, qui est amoureux par façon d'être. Ça, c'est très courant dans la littérature. Chez Proust, le narrateur est complètement quelqu'un comme ça. Il le décrit d'ailleurs clairement dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. D'être passionné, d'être jaloux, d'être orgueilleux, d'être très analyste, analyser tout ça, d'être pessimiste. Et bien tout ça, c'est récurrent en fait. C'est presque c'est consacré, c'est investi dans le personnage principal. Donc c'est très agréable à retrouver pour moi, très réconfortant. Et voilà, il y a que là que je peux quasiment parfois que je me sens bien en fait. Hein. Je me dis ça y est, la terre tourne à l'endroit quoi pour moi. C'est plus rare évidemment, comme par hasard dans la fiction cinématographique et télévisuelle. Forcément parce que ce sont des arts beaucoup plus conformistes et donc qui dit conformiste, qui doivent beaucoup plus se conformer à une norme au mainstream. Et du coup là, on doit baisser le curseur, on ne peut pas faire des héros aussi absolus, aussi exagérés, de cette façon-là, de cette nature-là, parce qu'ils sont trop à contre-courant, et que le spectateur lambda ne pourrait pas s'identifier. S'il y avait que des Esseintes, des Julien Sorel, des Fabrice Del Dongo, des Ewald, des Marcel des Marcel Proust ou je ne sais quoi à la télévision, mais 3 quarts des gens n'arriveraient pas à comprendre, trouveraient que c'est toxique, que c'est bizarre, voilà, ils ne pourraient pas s'identifier, ils ne comprendraient rien. Je suis désolé, c'est beaucoup trop raffiné en quelque sorte, c'est beaucoup trop, c'est un autre monde. En fait, c'est quasiment un monde antagoniste. Le monde des artistes, et c'est aussi question de ça en fait, tout à l'heure. Mais le monde des artistes, en fait, était un monde complètement à part, en fait, quasiment marginal. Mais en fait, pour ça, il faut accepter cette marginalité. Tout le monde, enfin, c'est aussi ce qui fait le sens du truc. Si tout le monde était artiste, personne ne le saurait. Donc, quelque part, c'est pour ça qu'il faut accepter ça. On peut s'en plaindre de dire ah ouais, on est tout seul, la personne ne comprend, on est marginaux, on est bizarre, on passe pour des cons. Oui, mais c'est le prix à payer. On peut pas à la fois parce que autrement, il y aura plus de l'artiste, ça ne voudrait plus rien dire. Donc passer le prix à payer, oui, forcément, généralement, on est un peu à côté de la plaque. C'est ça aussi le délire. Donc je pense qu'on peut pas avoir tous les avantages. On peut pas à la fois se sentir dans un monde où tout le monde est comme nous, etc. Tout fonctionne dans notre sens, et en même temps être dans cette marginalité artistique. Il faut choisir. Il y a un prix à payer. Moi, du coup, faut le payer, je le paie. Juste que du coup, j'observe que je dois aller un peu me réfugier dans la littérature, en tout cas me concernant, pour retrouver mes valeurs et des façons d'être qui me correspondent. Mais en tout cas, voilà, en cinéma, en télé, c'est un peu plus compliqué. Encore une fois, parce que voilà, c'est normal, ce sont des arts, oui, c'est un peu plus de masse. Et il faut des héros un peu plus consensuels. On voit que tout est plus consensuel au cinéma, tout est moins extrême, il y a beaucoup moins de choses comme ce qu'on observe dans la littérature au niveau des comportements, des psychologies. Et voilà, donc c'est plus difficile. Mais il y a quand même des belles tentatives, il y a des beaux exemples, et même parfois dans des choses très 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 mainstream, hein, mais voilà, des jolies tentatives, des belles choses. Alors je parle pas des adaptations littéraires, ce serait de la triche, parce que évidemment si on adapte les classiques, il y a des chances que le héros du film ou de la série, évidemment, ait ces caractéristiques-là. Mais vraiment, dans des choses très modernes, il y a 2 exemples qui me viennent, qui vont peut-être vous surprendre au niveau des titres. Vous allez dire, attends, il est allé chercher là, incroyable, a priori, on ne s'attendait pas à ça. Mais moi, il y a 2 exemples qui m'ont beaucoup marqué. Alors, un qui est maintenant assez ancien pour moi, et un autre qui est beaucoup plus récent. Alors, le plus ancien pour moi, c'est le personnage de Peter Parker de Spider-Man, dans les premiers Spider-Man, les Spider-Man de Sam Raimi, les adaptations de Sam Raimi, 2002 pour le premier, 2004 pour le deuxième. Je compte pas le troisième qui pour moi est complètement à chier, qui est complètement nul, qui est une horreur. Donc voilà, Spider-Man 1 et 2 de Sam Raimi, 2002-2004. Moi, j'avais jamais aimé Spider-Man quand j'étais gamin, parce que j'aimais Batman. Moi, j'étais fan de Batman. J'adorais Batman, j'adorais les méchants, j'adorais l'univers, j'adorais les films de Burton quand j'étais petit, tout ça. Voilà, moi j'étais team Batman. C'était le seul super-héros d'ailleurs que j'aimais. Enfin, c'est pas un super-héros, certains diraient. C'est pas un super-héros, il n'y a pas de super-pouvoir. Oui, non, c'est si tu veux. Et donc, j'aimais pas Spider-Man parce que j'avais toujours trouvé très branleur. À l'époque, il y avait le dessin animé quand j'étais petit avant le film, et j'aimais pas le dessin animé. Il était toujours en train de frimer, je le trouvais très kéké.
Moi, gamin, ça me parlait pas justement, parce que voilà, je me reconnaissais pas dans ce personnage-là. Moi, quand j'étais petit, j'avais pas du tout confiance en moi, j'étais très timide, j'étais très peureux, et j'aimais pas les personnages comme ça, fort en gueule. Ça m'est venu un peu plus tard d'apprécier ça. Et, euh, et donc, bah, les films de Sam Raimi sont arrivés, je les ai vus, enfin, le film Sam Raimi, le premier, j'ai vu un peu par accident. Et au départ, j'avais pas eu envie de le voir. Et comme je connaissais mal cet univers-là et ce héros-là, j'ai eu l'agréable surprise, j'ai été fasciné de découvrir ce personnage de Peter Parker, en plus interprété par Tobey Maguire, qui est un acteur dont je suis tombé fou tout de suite. Moi, je suis devenu fan de Tobey Maguire, pourtant il n'a pas fait beaucoup de films, mais Tobey Maguire, je l'ai aimé dans tous ses rôles quasiment. C'est un acteur que j'adore, parce que justement, il a cette fragilité. C'est quelqu'un qui fait pas du tout. Et pourtant, il sait jouer les tarés, hein, dans Brothers, avec Jake Gyllenhaal. Là, pour le coup, il fait un passage assez inquiétant. Mais il a souvent campé les adolescents un peu losers, un peu maladroits, un peu tout seul, qui est pas très, qui en impose pas beaucoup. Enfin, et c'est vrai que c'était gonflé de choisir ce gars-là pour faire Spider-Man, parce que même Andrew Garfield plus tard fait beaucoup plus kéké déjà, voilà. Mais Tobey Maguire, il est pas très beau, hein, voilà, il est pas spécialement beau gosse. Il a un physique assez quelconque, il fait un peu bonhomme, il fait un peu timide, timoré, quoi. De toute façon, c'est le rôle, hein, qui a été très insisté comme ça. Et moi, j'ai adoré ça, ce courage de vraiment insister sur la nature très timide de Peter. Alors, bien sûr, quand il est Spider-Man, il prend confiance en lui. Mais même là, en fait, finalement, ils ont gardé. En plus, c'est aidé par la VF. En VF, il est doublé par Damien Viteka, qui est le doubleur de DiCaprio. Mais comme il explique souvent, en fait, pour Tobey Maguire, en fait, il met plus de fragilité dans sa voix, parce que c'est pour aussi imiter la VO, tout ça, hein, la voix de Tobey Maguire. Et Tobey Maguire aussi, quand il joue dans Gatsby, hein, il joue le Nick, l'ami de Gatsby, on retrouve cette fragilité aussi, c'est très très bien le faire. Il a un petit sourire un peu niaiseux comme ça aussi, hein, et il fallait oser vraiment prendre ce gars-là. De toute façon, à l'époque, ça a été un peu critiqué sur le coup avant d'être apprécié, pour jouer Peter Parker, parce que ça n'en imposait pas, ça faisait pas rêver les nanas. Tobey Maguire, c'est quand même pas Brad Pitt, quoi. Il fait assez freluquet, il fait un peu nerd et tout, et mais j'avais eu un choc. Alors, j'avais adoré la musique du film, Danny Elfman, hein, le compositeur de Tim Burton. J'avais adoré l'esthétique, j'avais adoré. J'avais vraiment trouvé. De toute façon, les films, je les aime toujours autant. Moi, j'aime beaucoup les Spider-Man de Sam Raimi, vraiment, encore aujourd'hui. Mais à l'époque, j'avais eu un choc parce que, autant j'adorais Bruce Wayne, j'adorais Batman, pour l'univers plutôt, là, pour le côté gothique, pour le côté sombre. Mais là, par contre, c'est la première fois que j'avais, face à un super-héros, une identification pareille. Parce que je voyais qu'il était brimé par les autres, il se faisait moquer par les racailles du coin, il faisait pas très viril, pas très, il faisait très, très timide et tout. Et moi, mais adolescent, à 13-14 ans, voir ce film-là, je me suis dit, mais c'est le rêve. Je me vois moi, quasiment transposé à l'écran, enfin, tiens, moi tel que je me vois, j'ai l'impression qu'on me voit. Et ce gars-là, c'est lui qui a les super pouvoirs en fait. C'est lui qui se retrouve voilà, à avoir les pouvoirs et tout. Donc c'est à l'image du comics en fait, hein, initial, hein, où il y a cette réplique-là littéralement. Mais c'est vrai que moi ça m'avait fait du coup un effet incroyable, parce que je me suis dit c'est génial. Là on a une autre vision de la virilité. Là ils ont osé montrer, parce que c'est un homme hétérosexuel. Peter Parker, c'est un garçon qui se sent garçon, qui aime une fille. C'est un garçon hétérosexuel, mais ils ont osé montrer une autre façon d'être un garçon. Ils ont osé montrer un garçon qui fait très fragile, qui est pas costaud. Alors bien sûr, après, il devient costaud en étant Spider-Man, mais jamais Tobey Maguire ne paraît méga costaud. Tobey Maguire, il a pas une carrure de Mickey Rourke, quoi. Même quand il est Spider-Man, il fait un peu freluquet, quoi, et il fait juvénile, il a l'impression qu'il a pas de barbe, il parle tout bas, il a son petit sourire un peu niaiseux, il est maladroit, il est gaffeur, tout ça. Et je parlais de la confiance en soi, vous voyez, ça recoupe plein de podcasts de ce que je raconte là, mais moi, je disais que j'avais toujours trouvé du charme en fait au manque de confiance en soi, et qu'on surinvestissait la confiance en soi, et qu'il fallait retrouver du charme aux maladresses, au fait de bafouiller, au fait de pas être sûr de soi. Ça peut être charmant chez une femme comme chez un homme. Et moi, j'adorais ça chez Peter Parker. Et donc, voilà, donc ça m'a marqué. J'avais trouvé que c'était une belle tentative, une alternative comme ça, à montrer comment on peut être un garçon, en n'étant pas forcément à rouler des mécaniques, et pourtant en étant super-héros quand même, mais vous voyez, en gardant cette sensibilité, parce qu'il fait un peu loser jusqu'au bout. Dès qu'il enlève son masque, il est à nouveau le garçon loser que tout le monde ignore, ou que tout le monde brime. Je sais pas, je trouve ça. James Franco à côté fait jouer les beaux gosses, hein, son meilleur ami. Et un peu plus tard, je découvre cette série tardivement, alors qu'elle a commencé en 2001. Donc elle existait même déjà avant Spider-Man, mais moi je l'ai découverte méga tard. J'ai découvert dans les années 2010, hein, quand elle était déjà en train de se finir, hein, parce qu'il y a 9 saisons, la série Scrubs. Alors, bon, moi mes séries comiques préférées, c'est Malcolm, Camelot et Californication. Voilà. Et Malcolm, pour moi, c'est l'une des séries les plus intelligentes et brillantes et drôles du monde. C'est au-dessus de tout, c'est quasiment imbattable, et Camelot vient pas loin après, mais c'est un genre trop différent.
Donc Scrubs n'est pas ma série préférée. Moi, je suis pas méga sitcom. Déjà les sitcoms à écrire, enregistrer, je supporte pas. Donc déjà tout ce qui est Oh I Met Your Mother, Friends, Big Bang Theory, peut-être celle que je supporte le mieux, mais moi j'aime pas les rires enregistrés, tout ça. Donc là je parle des sitcoms tournés en extérieur où il n'y a pas de rire. Mais voilà, bon, moi il y a Malcolm et il y a le reste. Donc Scrubs, c'est pas une série que je vénère absolument, mais c'est une série vraiment que j'ai appris à apprécier pour plein de raisons. Je la trouve très créative quand même, je la trouve très drôle, je la trouve pas conne. Il y a beaucoup quand même de... Alors, c'est pas intelligent comme Malcolm, mais il y a des choses intéressantes. J'adore la VF. La VF, Alexis Thomasin qui double comment, le héros JD, hein. John Dorian, c'est merveilleux cette VF, elle est chantante, elle est au perché, elle est à l'image de la VO, parce qu'en plus elle est très fidèle à la VO, mais elle rend vraiment bien comme ça les vibrations et le côté juvénile du personnage, c'est extraordinaire. Euh, et donc voilà, j'ai appris à apprécier Scrubs, qui passait à la télé, moi je l'ai vu en plus à l'ancienne, à la télé, diffusé sur France O l'après-midi pendant des marathons interminables. Et je me suis attaché déjà à la VF, j'aime bien écouter la musique de la VF comme ça, les vannes et tout, puis bah, j'ai les séquences très créatives, l'imagination du héros. Et c'est là en fait qu'on vient justement à ce héros, John Dorian de Scrubs, qui pour moi est un cas très très intéressant. Parce que le héros de cette série est justement tout le temps dévirilisé. Le héros de Scrubs, ils sont partis du principe que c'était ce jeune, là aussi un jeune freluquet. Alors c'est pas du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est pas comme Tommy Maguire dans Spider-Man, c'est pas comme Peter Parker qui est très timide, qui est un peu renfermé comme ça, qui a du mal à exprimer ses sentiments pour le coup, la limite, mais qui en a beaucoup. Mais John Dorian, lui, pour le coup, c'est un peu un petit rigolo, c'est un petit clown en fait, c'est quelqu'un qui se croit drôle, qui se croit extrêmement drôle, qui est toujours en train de faire des blagues, de faire le guignol, donc il y a un côté un peu plus extraverti dans le personnage, mais un personnage en fait qui est complètement dans la sentimentalité. Et ça, c'est pour faire évidemment un contrepoint comique avec le clown blanc, hein, qui est son mentor, hein, Dr. Cox, qui est censé être en fait un peu le macho, le mec un peu dur. Ça donne des monologues hilarants, voilà, parce que Dr. Cox, en fait, justement, féminise tout le temps JD. Hein. La vanne, le running gag dans Scrubs, hein, c'est que le Dr. Cox donne tout le temps un nouveau nom féminin à JD. Alors, en plus, tout y passe en VF, ça me rire de rire, parce qu'en plus, on a des noms classiques français. Alors, parfois, ils gardent les mêmes noms qu'en VO. Mais voilà, on a Josiane, Josette, Joséphine, Magali, Myriam, Sylvie. Enfin, ils lui donnent toutes sortes de noms, ça me rire de rire, parce que ça vient comme ça dans la conversation. Écoute Sylvie, machin. Il l'appelle que par des noms de femmes, et il le féminise tout le temps. Et en fait, ça renforce déjà cette impression que le personnage, en fait, est pas très viril. John Dorian, tout conseil du personnage, c'est qu'il n'est pas viril. Encore plus opposé à son ami Turk, hein, le meilleur ami de John Dorian, c'est un black, très frimeur, très kéké, mais voilà, qui a une copine dès le début de la série, qui est direct en couple et tout, donc qui est très sexualisé, qui est très virilisé, en plus qui est bien bâti, tout ça, voilà, qui est très beau gosse. Et c'est vrai que John Dorian à côté, c'est vraiment le garçon un peu fantasque, un peu rêveur, pas très costaud, qui fait plein de gaffes, qui est pas si sûr de lui que ça, qui essaie d'afficher la confiance en lui qu'il n'a pas, et qui, en fait, assume complètement son côté fifi, quasiment, et sur lequel ça joue. Donc, en fait, John Dorian, sa caractéristique, c'est que lui, c'est les sentiments. Il y a le côté bromance avec son meilleur ami. Lui, il aime bien qu'on lui dise je t'aime, il aime bien dire je t'aime, il aime bien les câlins, il aime bien les bisous. Son rêve, c'est d'avoir un câlin de son mentor, le Dr. Cox. C'est son life goal. Je voudrais un câlin de vous. Donc, vous voyez, le personnage en fait a complètement des buts dans la vie qui sont complètement sentimentaux, quasiment enfantins en fait, infantiles, hein, quasiment. Hein, voilà, il cherche un papa de substitution dans tous les hommes qu'il rencontre, dans ses amis. Et donc voilà, et c'est vrai que la série est très drôle, le personnage est très drôle, très attachant. Puis encore une fois, cette VF d'Alexis Thomasin, c'est une merveille. Mais la vulnérabilité du personnage, en fait, sa dévirilisation, et en même temps, moi j'aime pas dire ça, dévirilisation, parce que ça reviendrait à dire que du coup, il est vidé de sa virilité, qu'il ne serait pas un homme. Et justement, moi, toute ma revendication, c'est que moi, je ne cesse jamais de considérer JD, le héros de Scrubs, comme un homme. Pour moi, JD, c'est un homme. C'est un homme, c'est un garçon, d'ailleurs, il est hétérosexuel, c'est un garçon hétérosexuel, il n'y a aucune ambiguïté sur sa sexualité, c'est même un garçon très porté sur la chose au passage, et il a beaucoup de copines tout au long de la série, donc en plus la série le gâte, hein, c'est pas comme s'il était traité, alors, il est souvent célibataire au cours de la série, mais il lève des très jolies filles, tout ça, donc JD en plus, c'est vraiment un garçon, c'est un garçon hétérosexuel, il n'y a pas de trouble de la sexualité chez lui, d'orientation homosexuelle, c'est vraiment un hétéro, mais avec ses caractéristiques extrêmement féminines, caricaturalement féminines, d'aimer écrire des mots, d'aimer qu'on lui exprime ses sentiments, d'être un peu, voilà, comme ça, très sentimental, très romantique, d'être à fleur de peau, de pleurer facilement, d'avoir peur facilement, d'être très peureux. Enfin,
c'est des caractéristiques quasiment clichés, hein, voilà, d'efféminé. Mais bon, le fait est que oui, ça le rend efféminé. JD a un côté efféminé. Et il joue vachement là-dessus. Genre, quand il est en coloc avec sa meilleure amie Elliot, avec qui d'ailleurs il a une aventure, hein. Mais qu'il y a ce début d'épisode en fait où il dit que c'est trop bien de vivre avec elle parce que du coup il y a plein de trucs de filles. Et puis là, on le voit dans son bain avec la serviette rose sur la tête. Le gars il assume complètement les bougies autour du bain, d'écouter Toto, Africa, de chanter comme ça avec sa voix au perché, d'être avec la crème comme ça, la crème de corps et tout. Enfin, c'est à mourir de rire parce que c'est même pas métrosexuel parce que il y a le côté on pourrait dire c'est métrosexuel. Moi j'aime pas le terme métrosexuel, surtout je trouve qu'il s'applique pas à ces personnages là. Tobey Maguire, c'est pas Peter Parker, il est pas métrosexuel. JD n'est même pas métrosexuel pour moi. C'est métrosexuel, c'est le terme employé en fait pour les hommes en fait comme ça qui en fait veulent s'accaparer presque entre guillemets les soins attribués normalement aux femmes en fait, hein. Le côté les hommes qui mettent de la crème, les hommes qui prennent soin de leur apparence, l'épilation, tout ça. Donc ce sont des hommes en fait qui sont pas homosexuels, qui sont pas gays, mais qui en fait prennent soin d'eux et lorgnent en fait du côté du soin du corps et de la coquetterie féminine. Voilà. Ce côté un peu comme ça entre deux genres, voilà. Mais sans en fait trouble de l'identité sexuelle, hein. Enfin, juste comme ça en fait des hommes qui prennent soin d'eux en fait comme des femmes en quelque sorte. Un peu fashion tout ça. Et c'est pas ça, JD c'est même pas ça en fait, il s'habille pas spécialement bien, il y a pas d'insistance sur ce côté comme ça, je prends soin de moi avec des crèmes de corps et tout, c'est pas du tout là que ça se passe. Euh, mais il y a quand même ces sous-entendus en fait que du coup il a pas de limite de ce côté-là, il se fait pas de complexe. Et voilà, moi c'est un personnage qui me fait beaucoup rire et qui me plaît beaucoup et qui me fait du bien, qui me tranquillise JD parce que j'aime bien ce côté comme ça d'oser montrer un garçon. Encore une fois, le revendiquer ce garçon hétérosexuel et se sentant homme, mais qui est complètement sentimental, qui est hyper mélo, qui est une drama queen, qui pleure facilement, qui est peureux, qui prend soin de lui parfois, mais sans plus non plus. Bref, voilà, comme ça, qui est dans cette spontanéité. Moi, ça me plaît. Je le trouve, du coup, hilarant, ce personnage-là, et pas ridicule. Hilarant, mais pas ridicule. Vous voyez, c'est ça la nuance. Je m'en moque pas, moi, je le trouve pas ridicule. Je trouve qu'il a son charisme, mais il montre une autre façon d'être un garçon. Malgré ces aspects-là, malgré le fait qu'il envoie des messages trop longs, qu'il confie facilement ses sentiments, qu'il aime la sentimentalité, etc. Voilà, donc je trouve que c'est une alternative intéressante, qu'on peut essayer d'être ça, tout en n'étant pas moins un garçon, un homme, et en pouvant avoir des relations avec des filles, plaire aux filles. Voilà, c'était une tricherie de la série, hein. Non, c'est facile quand on fait de la fiction de lui faire avoir des conquêtes, mais voilà. Parce que c'est vrai que du coup cette façon d'être, alors moi du coup je suis pas vraiment un JD parce que je me reconnais pas non plus dans sa façon d'être exactement, j'ai pas cette façon là, mais en tout cas il y a des aspects quand même, hein, et pareil dans Tobey Maguire, Spider-Man, et puis surtout les héros littérature, tout ça. Il y a beaucoup d'autodérision de la part du narrateur de la recherche du temps perdu chez Proust autour de justement son côté pas très viril en fait parce qu'il a une santé fragile comme l'avait Proust, hein. Il est asthmatique, il est pas très costaud, parce que il est très analyste, hein, il analyse tout lui aussi, tout ça, il est vachement dans son monde, dans sa tête, il est très rêveur, très idéaliste, il est très romantique, il est très porté sur les sentiments, très, très sensible, tout ça. Donc même le héros en fait de la recherche du temps perdu souvent constate son propre manque de virilité entre guillemets et le fait que c'est peut-être pas très séduisant pour les femmes. Et justement c'est quand même intéressant que le grand amour du héros de la recherche du temps perdu, qui est Albertine Simonet, Albertine, qui donne son nom carrément à un des tomes de la recherche, hein, Albertine disparue. Albertine en fait soit présentée comme une sportive, une femme qui est très sportive, qui a un langage très grossier, qui est très sûre d'elle, qui est un peu brutale, hein, dans ses manières, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler. Enfin, elle est très virile en fait, hein, Albertine. Albertine, c'est un petit mec en fait, hein. C'est caricaturalement, elle est là avec ses clubs de golf, avec ses raquettes de tennis. Elle est méga, elle est tout le temps en train de parler de sport, très 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 sportive. Elle est un peu brutale, tout ça. Et c'est vrai que le héros à côté fait presque figure, elle le prend un peu de haut comme ça au début, hein, quelqu'un qui est pas très costaud, qui en impose pas beaucoup, qui fait un peu presque efféminé à côté. Et donc c'est intéressant ce chassé-croisé, vous voyez, on le retrouve déjà dans la recherche, mais forcément, parce que c'est un artiste qui écrit, c'est Proust, et que bon, en plus voilà, on peut parler de l'homosexualité de Proust éventuellement, mais bon, Proust, il est bisexuel, Proust, il n'est pas homosexuel, hein. Proust a eu des femmes dans sa vie, il a été amoureux de femmes, il décrit très très bien l'amour et le désir pour une femme, donc croyez-moi, il sait de quoi il parle, parce qu'on sent que c'est du vécu, hein. Donc Proust, c'est pas homosexuel, c'est un bisexuel, et c'est très important comme nuance, parce que on sent que c'est un homme qui a aimé les femmes, et qui a compris ce steak, aimer une femme et désirer une femme, hein. Donc du coup, voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Là aussi, on a un héros, voilà, mais moi, évidemment, pour moi, c'est de la triche parce que là, c'est écrit par des gens qui ont beaucoup en commun dans le pattern psychologique avec moi. Donc, forcément, je me retrouve, moi, parce que je comprends très bien leurs valeurs, je comprends très bien leur façon d'être, voilà. Mais évidemment, dans la réalité, c'est autre chose.
Et c'est là en fait que je vais venir peut-être au dernier temps de ce podcast, ce long podcast une fois de plus, qui est du coup les problèmes que ça peut poser dans les relations avec les femmes en fait. Hein, quand on est encore une fois un garçon hétérosexuel, moi je m'intéresse pas aux garçons, je suis pas attiré par les garçons, je suis pas gay. Euh, et je m'intéresse pas à des femmes masculines, spécialement, vous voyez, comme quoi, je suis pas, alors, je rejette pas ça non plus, qu'est-ce que c'est déjà qu'une femme masculine, mais je veux dire, c'est que, voilà, je vais rechercher les mêmes choses, en fait, je suis pas dans la symétrie, genre, bah tiens, vu que moi je suis comme ça, je cherche l'inverse chez une femme, on chercher les femmes plutôt dures, plutôt machin, plutôt ça, plutôt masculin, non, non, en fait, moi je cherche la même chose, et les difficultés que ça pose, parce que ce que j'expliquais avant sur le fait, bah, quand je vois en fait les caractéristiques féminines caricaturales qui sont présentées dans les vidéos, dans les trucs de coach et tout, ou même voilà, dans la fiction, et que je vois comment je suis, je me sens beaucoup plus proche de la définition qu'on fait d'une femme que d'un homme. Quand je vois comment est définie une femme comportementalement et comment est défini un homme comportementalement, bien en fait je suis obligé de conclure que je suis une femme. Je suis beaucoup plus proche des caractéristiques qu'on attribue stéréotypiquement, je sais pas comment on dit, à une femme qu'à un homme. Si une femme, dans les caricatures de communication, de relation, c'est quelqu'un qui est expansif, qui exprime ses sentiments, qui est sentimental, qui est sensible, qui fait des pavés, qui analyse tout, qui analyse trop, qui met des émoticônes partout, c'est vraiment une caricature, très girly. Mais si c'est ça, bah, je suis plus proche, je dois bien l'admettre, d'une femme que d'un homme. Qu'on présente comme quelqu'un plus renfermé, qui domine plus ses sentiments, qui est un peu froid, qui va être un peu plus bref, un peu plus efficace dans la communication, etc., qui analyse moins, qui est plus dans l'action, etc. Je me sens pas du tout comme ça, moi. Donc, je suis quelqu'un qui est rationnel, mais comme je dis souvent, je suis un romantique rationnel, moi. Là, c'est une combinaison particulière, parce que c'est pas facile, parce que ça vous met ami avec personne. Vous êtes trop rationnel pour les romantiques et vous êtes trop romantique pour les rationnels, donc c'est compliqué, mais moi, c'est que je suis un romantique qui analyse très bien, donc du coup, c'est romantique rationnel. Mais ouais, c'est pas évident dans les rapports du coup avec les femmes, imaginez à partir de là, parce que effectivement, ils ont pas tort les coachs, ça peut vous efféminer en fait. Effectivement, si vous êtes quasiment plus féminin que la femme à qui vous adressez dans vos comportements, que vous envoyez des pavés encore plus longs qu'elle, que vous êtes encore plus expansif en termes de sentiments qu'elle, que vous êtes plus romantique qu'elle, et que vous mettez plus d'émoticônes qu'elle dans vos messages, en fait, en termes de communication écrite par exemple, aujourd'hui il y a beaucoup de communication écrite par les réseaux sociaux, ça vous féminise en fait. Vos messages peuvent sembler des messages qui font pas très garçon, qui font un peu fifille, et ça peut vous mettre dans la mauvaise case et ça peut vous faire du tort. Alors que vous cherchez peut-être à lui plaire, alors que vous vous voyez comme un garçon, que vous vous sentez garçon, mais que c'est juste votre façon d'être. Voilà, et là, c'est marrant dans une série quand on est JD, mais dans la réalité, ça peut poser des problèmes et vous faire rater peut-être des occasions. Il y a un exemple aussi récent qui m'a marqué, ça me revient, c'est dans Modern Family, qui passe actuellement là sur Énergie 12 le samedi soir. Et dans Modern Family, il y a une scène, en plus caricaturale, et oui, pour vous dire que les séries envoient plein de messages comme ça tacites, hein, c'est-à-dire que c'est pas le thème de la série, mais tacitement, elles montrent ce qui est normal, ce qui est pas normal, ce qui est être un garçon, pas une fille, ce que c'est être un gay, un hétéro. Et donc il y a une scène, voilà, cliché de série américaine, en fait, où la cadette, c'est son bal de promo. Et donc, elle va au bal de promo forcément avec un garçon, avec un cavalier qu'elle s'est trouvé, et elle a mis sa belle robe, tout ça, enfin, vous voyez un peu le délire. Et du coup, bah, il sonne à la porte, elle va l'accueillir, forcément il la voit dans sa belle robe, voilà. Et pour moi, le personnage du garçon a une réaction que moi j'aurais eue, typiquement, que je trouve normale, que je trouve logique, moi je l'aurais eu en tout cas, c'est de dire à la fille, ouah, tu es superbe, mais de pas s'arrêter là, et de dire, mais c'est génial cette robe et tout, les motifs sont trop jolis, le tissu est superbe et tout, c'est quoi, c'est de la soie, et puis ça te va vachement bien au teint, t'as choisi la bonne couleur, ça c'est une couleur qui te va bien, tout ça. Enfin, d'aller un peu dans l'argumentation, dans le détail en fait, et puis vraiment de faire preuve de goût en fait, hein, de décrire avec soin, voilà, qu'elle a bien fait, elle a bien choisi sa robe, d'argumenter, pas seulement dire, waouh, t'es trop belle. Bah non, c'est voilà, bah tiens, c'est une jolie étoffe, bah tiens, ça te va bien, ouais, ça a sorti à tes boucles d'oreilles, etc. Donc c'est un peu ce que fait le personnage du gars. Et en fait, il y a ce moment très révélateur et qui m'a sidéré, où les parents, en entendant le gars dire ça, se regardent et font, oh oh, il est gay. Et en effet, la fille face caméra, il y a des moments face caméra, dit, ok, d'accord, je vais au bal de promo avec un gay, bon, bah c'est tout ce que j'ai trouvé, mais il sait pas encore qu'il est gay. Et à ce moment-là, j'ai fait, waouh. Alors là, la série a pris ma réaction, ce qu'aurait été ma réaction face à la fille, moi j'aurais dit la même chose que le gars, et m'envoie en pleine gueule que ça fait pédé, que c'est un truc de pédé de dire ça. Que c'est qu'un mec normal, viril, séduisant, ne dit pas ça. Que ça, c'est une remarque de pédé, de ta fiole. Je me suis pris ce coup de pied dans les couilles, comme ça, sans m'y attendre, parce que moi, je n'avais pas vu la blague, en fait, et c'est quand les personnages disent ouais, bah il est gay, que j'ai compris que là, en fait, bah, il y avait une vanne, et que le gars était moqué. Et que ça sous-entendait que dire ça, c'était pas normal pour un gars hétéro.
Or, c'est le genre de truc que je dis. Et vraiment, hein, c'est-à-dire que moi je le dis aux filles avec qui j'étais. Alors oui, comme quoi j'ai réussi à être avec des filles malgré tout, donc sur un malentendu ça peut marcher. Mais j'ai des filles avec qui j'étais pas, bien sûr. Hein, moi, de toute façon, je me souviens pas d'une fois. Alors faut dire, elle le mérite, encore une fois, c'est mérité, mais où je vais rendre visite à mon ami de la Fabrique onirique, euh, une boutique à Nantes, qui est toujours très bien habillée, et je me souviens pas d'une fois où je lui ai pas dit qu'est-ce que tu t'habilles bien, toi, puis c'est magnifique, là, ta robe et tout, c'est très joli, c'est assorti à ça, et ça va avec ça, et c'est bien ce tissu, tout ça. Enfin, parce que c'est le cas, c'est tout, puis que c'est une façon d'argumenter. J'ai une raison de lui dire qu'elle est bien habillée, je dis pas ça en l'air. Je dis ça parce que ça, c'est ça, parce que ça, puis elle a mis ça, puis que ça, c'est ça va bien avec ça. Voilà. Alors moi j'ai envie de retourner les choses, j'ai envie de dire, ça s'appelle avoir du goût. Alors certains disent, oui mais justement, les homos, c'est des gens qui ont beaucoup de goût. Ces gens-là, ils ont beaucoup de goût, on entend ça parfois. Hein. Ouais, mais les homosexuels, c'est des gens qui ont beaucoup de goût. Non mais attendez, il faut arrêter. Et vous voyez, encore une fois, c'est une déformation d'artiste. Parce que vous lisez de la littérature, vous lisez encore une fois Proust, vous lisez, même sans aller dans les auteurs, pas besoin d'aller chez les auteurs homosexuels ou bisexuels, vous allez chez Stendhal, qui était tout à fait hétéro, voilà, ou chez d'autres auteurs comme ça, vous avez des belles descriptions de robes, d'étoffes, enfin, en fait, la beauté de la femme est argumentée, elle est détaillée, elle est pas seulement, ouais, elle est bonne, bah non, évidemment, là, c'est détaillé avec goût, avec description raffinée, Émile Zola aussi, tout ça. Donc, la preuve, mais ça, c'est le monde des artistes, et ça, c'est un monde interlope, c'est un monde entre deux, c'est le troisième sexe quasiment. C'est-à-dire que les artistes sont à mi-chemin entre le monde hétérosexuel classique, parce qu'il y a, il y a une forme de machisme en fait chez les artistes quelque part. Il y a de la jalousie, de la possessivité, les amours sont très violents, sont très possessifs, tout ça. Ça c'est le côté un peu mal, hein, vous voyez, tu m'appartiens, tout ça, c'est la passion. Et c'est vrai qu'il y a un côté très raffiné aussi, très sensible. Sensible à la beauté, sensible aux toilettes des femmes, etc. La toilette des femmes, leur façon dont elles sont habillées. Cette capacité comme ça en fait à faire preuve de grande sensibilité qu'on attribuerait plutôt en fait à des femmes ou alors à des gays, etc. Et donc c'est un peu entre deux. Et en fait moi je me retrouve là encore une fois dans cet entre deux. Donc à la fois en fait cette façon très virile en quelque sorte d'envisager la passion, très possessive, et en même temps dans cette bah oui, dans cette délicatesse de savoir apprécier une belle étoffe, une belle robe, ce que c'est qu'une femme qui a du goût pour s'habiller, voilà. Et donc, eh bien, ça en fait, c'est pas très bien vu, c'est pas considéré comme très viril. Donc, cette anecdote de la série Modern Family m'a vraiment marqué. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc en fait, là, c'est comme ça qu'on peut me voir en fait. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est pas censé être dit par un garçon. Et or, moi, je le dis beaucoup. Encore une fois, je le dis à des filles, voilà, des amis. Je le dis à des petites amies. Je l'ai dit à des filles que j'aurais voulu être mes petites amies. Et je le dis à des camgirls par exemple. Moi je sais que comment les filles camgirls que je côtoie, bon, je peux parler particulièrement de celles que je côtoie, je l'ai même dit à des filles que je côtoie pas spécialement, à qui je vais juste rendre visite comme ça, que je vais voir, regarder ce qu'elles font, tout ça. Mais moi les streameuses ou les camgirls particulièrement que j'ai côtoyées, donc en plus des filles, là vraiment on est dans un rapport très hétérosexuel, parce que bon, c'est quand même des filles qui font quelque chose qui est connoté pour les garçons. Voilà, et pour des garçons hétéros hein, qui viennent les voir hein, pour leur charme, pour leur beauté, tout ça. Donc, on se place en tant qu'homme hétéro quand on va dans ces endroits-là. Mais c'est vrai que moi, c'est le genre de commentaires que je fais et que j'ai toujours fait. Toujours complimenter la façon dont est habillée la fille. Parce que oui, un scoop, hein, elles sont habillées une bonne partie du temps et bien habillées au passage, avec beaucoup de goût et beaucoup de beauté, et ce qui fait partie en bonne partie du plaisir. Et c'est vrai que moi, quand la fille est bien habillée, elle est belle et elle a bien choisi ses vêtements avec beaucoup de goût, qu'elle est bien coiffée, qu'elle a relevé ses cheveux, qu'elle les a mis d'une certaine manière. Je remarque tout de suite si elle est allée chez le coiffeur parce qu'elle a elle a les cheveux un peu plus courts que la dernière fois ou un peu différents. Oui, je remarque ces choses-là. Je remarque une fille est allée chez le coiffeur. Je remarque oui, les trucs que les mecs remarquent pas quand on a un mec, un vrai, on remarque pas ces choses-là parce que hein, on est sur autre chose. Moi, j'avoue que je bluffe les filles parce que je remarque toujours qu'elles sont allées chez le coiffeur, qu'il y a un petit truc différent chez elles, qu'elles ont changé un peu leurs lunettes, qu'elles ont changé un truc dans leurs vêtements, tout ça. Et ça fait gay, hein, caricaturalement, c'est censé faire gay, etc. Alors, je ne saurais pas trop comment analyser, comment c'est perçu quand j'en parle. J'ai jamais eu de remarque déplacée d'un autre viewer qui me dit ouais t'es une tafiole, enfin you're gay toi en anglais, souvent ça parle anglais dans ces trucs là, ou you're so gay machin. Personne m'a jamais fait une remarque de ce genre là déplacée en me faisant comprendre que c'était pas viril ce que je disais. Jamais quelqu'un a fait la moindre remarque. D'ailleurs souvent on m'a plutôt approuvé genre ah ouais t'as raison maintenant que tu le dis Alex tout ça. Parenthèse au passage, je me moque gentiment des commentaires plus basiques du type ouais t'as un beau cul, ouais t'es bien roulé. J'ai commis ce genre de commentaires dans des contextes où ils étaient appropriés au passage, encore une fois, parce que là on est dans un contexte, hein, les rooms, ça, les camgirls, ça se dit ces choses-là. Hein. Attention, il faut essayer d'y mettre les formes, mais dans un contexte d'un moment précis, ça se dit. Et je l'ai dit, quand c'était approprié. Quand effectivement la fille n'est pas habillée avec quelque chose de transcendant, spécialement extraordinaire, mais qu'en revanche elle est habillée avec un jean, donc basique, mais que ce jean est très moulant, et qui lui moule bien le cul,
Bah, effectivement, il n'y a pas autre chose à lui dire, on ne va pas lui parler des fleurs qui n'existent pas, des motifs qui n'existent pas, de l'étoffe qui n'existe pas. On dit ce qui est un fait flagrant et ma foi très plaisant. On lui dit, t'es super bien roulé dans ce jean, t'as un très beau cul dans ce jean te fait un cul superbe. Donc j'ai commis ce genre de commentaires, je sais les commettre, et en plus ils sont tout à fait légitimes dans certains contextes où c'est consenti, où c'est dans l'ambiance, et il n'y a aucun problème avec ça, et je sais produire ça, et je n'ai aucun problème à dire ce genre de choses. Donc vous voyez comme quoi c'est pas tout blanc ou tout noir, là c'est juste que là j'insiste en fait sur l'aspect commentaire un peu plus entre guillemets raffiné, et voilà les connotations que ça peut avoir. Et puis la fille en question, jamais une fille non plus m'a envoyé chier, m'a moqué quand j'ai parlé de ça. Même d'ailleurs au contraire, je dois quand même le dire, souvent c'est ce qui a contribué à me rendre sympathique auprès d'elle et qu'elle m'apprécie et que voilà, parce que en fait les filles aiment qu'on remarque ces choses-là. Elles aiment qu'on remarque l'effort qu'elles ont fait, elles ont une robe nouvelle aujourd'hui, que la robe est très jolie, qu'elles ont fait un effort sur leur coiffure, qu'elles sont allées chez le coiffeur, tout ça. Et donc bah voilà, quand quelqu'un remarque, apprécie et pointe du doigt, bah, c'est agréable. Et donc moi c'est vrai que je fais ça. Donc franchement, j'ai plutôt l'impression que c'est bien perçu. Alors ça te dit, bah, de quoi tu te plains? Bah là en l'occurrence, comment on va dire qu'il n'y a pas de séduction au sens amoureux du terme. Évidemment, là en fait, elles sont presque là pour ça. Elles sont là pour montrer leur beauté. Bah, on leur dit qu'elles sont belles, on explique pourquoi. Bah en fait, on est dans le contrat. Rien ne dit que cette façon d'être de ma part serait séduisant pour elles, pour le coup dans une optique plus érotique ou romantique, amoureuse. Et là, pour le coup, encore une fois, en me fiant à mes rapprochements avec quelques-unes, j'ai eu des rapprochements avec certaines, je suis proche de certaines, j'ai flirté avec une ou deux, où là, ben, effectivement, c'est peut-être un peu différent. Là, donc en fait, on sent que les remarques qui sont appropriées dans le cadre du stream, dans le cadre de cette séduction, de cette galanterie, hein, c'est un salon galant, j'ai souvent dit que c'était des salons galants, on est dans la galanterie, mais dans la galanterie, les compliments sont tous les bienvenus. On est dans ce monde du compliment, de valoriser l'autre, etc. Et on peut même aller, entre guillemets, jusqu'à l'affable, jusqu'à l'obséquieux, jusqu'à l'efféminé dans ce cas-là. Mais c'est vrai que dès qu'on entre dans le cadre plus intime, où on parle seul à seul avec la personne, on est dans une relation plus classique de s'envoyer des messages, etc., d'être hors de ce monde-là, hors antenne, hors stream, qu'on est plus entre là un homme et une femme qui discutent, et voilà, où il y a un peu de séduction, etc. Là, on sent peut-être éventuellement que ça passe un petit peu moins, que peut-être ça nous fait plus de tort qu'autre chose, et c'est là à nouveau que ça me travaille un petit peu, que ça m'inquiète, que ça me soucie, me dire tiens, mes messages sont peut-être trop longs, peut-être que j'analyse trop, peut-être que j'exprime trop mes sentiments, peut-être que je mets trop d'émoticônes, ça fait un peu gay, ça fait pas très viril, je vais peut-être passer pour un efféminé ou me faire friendzoner, etc. Tiens, peut-être que le fait de leur faire cette remarque-là, quand je vois que les autres font des remarques genre ouais, t'es bien foutu, oh ouais, beau cul, oh ouais, machin, ok, ça fait beauf, mais ça fait viril. Alors que moi, je suis là, oh, elle est jolie ta robe et tout, puis c'est vachement joli ces petits motifs et tout ça, puis ça va très bien avec ton teint, bah ouais, ça fait tarlouse à côté. Et là, tout d'un coup, quand on change de registre, là, on n'est plus dans le salon galant, on est juste là pour valoriser la personne, pour passer pour quelqu'un de très bienveillant et tout, enfin voilà, d'être dans cette dynamique de salon galant, mais qu'on est dans un rapport seul à seul, homme-femme, interpersonnel, et qu'il y a une forme de séduction, et qu'on aimerait bien lui plaire, et qu'on aimerait bien lui plaire en tant que garçon, qu'on aimerait bien être crédible en tant qu'homme, là on commence à se demander si ce qui est un atout dans la room ne devient pas en fait contre-productif, voire voilà, vraiment néfaste dans cette relation, et nous fait du tort, et peut nous mettre dans la mauvaise case, encore une fois, de l'ami gay qu'on n'est pas, de l'efféminé, du friendzoné. Et là, ça peut être un peu plus humiliant, plus problématique, et on peut le déplorer, parce que moi, encore une fois, moi, mon attitude ne me dérange pas. De moi à moi, je n'ai aucun problème avec la façon dont je suis. Même j'apprécie ce que je suis, comment je suis. Je défends même que c'est une façon à part entière et une bonne façon d'être un homme. De sortir un peu du cliché du macho taciturne, voilà, presque voilà, qui sait rien exprimer et puis voilà, qui a pas de goût et tout. Donc moi, ça me plaît ma façon d'être et je pense que ça pourrait être plus répandu. Mais que ça me plaise ou pas, on va dire osef. La question, c'est qu'est-ce qui marche dans la réalité? Qu'est-ce qui, dans la réalité, permet de plaire? Voilà, le monde ne tourne pas selon mes valeurs, le monde tourne selon d'autres valeurs. Et peut-être que du coup, il y a conflit entre mes valeurs et celles du monde, et peut-être que du coup, ça peut expliquer des difficultés à attirer sur un plan autre que amical. Parce qu'il est là le souci, c'est que ce qui va vous rendre très attirant sur un plan de confident, d'amis, ben, ça va peut-être bloquer la dernière étape qui est la sexualisation. On parle de sexualisation dans les relations hommes-femmes, dans la séduction, c'est très important. Et ça passe par plein de choses, et ça, en partie par du non-verbal, en fait, hein, par du tacite, dans le comportemental. Et ce comportemental-là, il se contrôle très peu, parce que c'est sa façon d'être qui se révèle là. Et cette façon d'être peut être peu compatible avec ce côté viril attirant. Et moi, en l'occurrence, vous voyez, justement,
ma façon d'être, je peux pas vraiment me plaindre. On peut pas dire qu'elle m'ait coupé des femmes ou qu'elle ait repoussé les femmes. Je peux pas dire que je suis repoussant pour les femmes. Ce serait un mensonge, parce qu'avec le nombre d'amis filles que j'ai, la facilité que j'ai eue à me faire des amies femmes tout au long de ma vie, et encore aujourd'hui, et même des femmes très très belles, très attirantes, voilà, les cam girls que je fréquente, beaucoup, je m'en suis fait des amis, et certaines, deux en particulier, je m'en suis fait des amis proches, vraiment, des filles que je côtoie vraiment. Et voilà, donc manifestement, c'est pas repoussant, mais justement, c'est plus vicieux que ça. C'est attirant, mais attirant sur le mauvais plan peut-être. Parce que ça les attire très rapidement, parce qu'elles voient qu'elles peuvent vous faire confiance, ça les attire sur un plan amical. Ah ouais, lui, c'est un garçon pas comme les autres, il est à l'aise avec ses sentiments, il a facilité à communiquer les choses, il est créatif, il a du goût, il remarque tout, il est délicat, il est respectueux, il est très expressif, il met des émoticônes, ses messages sont marrants parce que voilà, c'est très expressif, c'est long, tout ça. Bref, tout ça, ça devrait être charmant. Mais en fait, en même temps que ça vous rapproche d'elle sur un plan amical, en fait, ça vous éloigne d'elle sur un plan érotique, de tension sexuelle et romantique, en fait. Parce que du coup, plus elle vous voit comme quelqu'un qui est du coup marrant à fréquenter, sympathique, qui la met à l'aise, qui la valorise, plus elle vous voit comme une espèce de tarlouse émasculée, voilà, du coup, en fait, elle ne vous représente, ça ne représente même plus comme un homme au sens viril et attirant du terme. Et là, le sacrifice est quand même dur et violent et ouais, difficile, parce que vous dites, mince, pourquoi j'ai perdu ça en ayant gagné le reste, en fait? J'y ai quand même beaucoup perdu là, en fait. Le prix à payer est un peu cher, parce que pourquoi je devrais moins être un homme à ses yeux? Pourquoi je devrais être moins attirant à ses yeux? Parce que j'ai ces caractéristiques-là. Et parce qu'en fait, on se fait une certaine idée de ce que c'est qu'un garçon. Mais en fait, c'est inconscient, c'est plus fort que soi. Et c'est pour ça que c'est vicieux et qu'en fait, je remets même pas la chose en question. Je reste beaucoup sur le plan là de la communication du comportemental. Mais en fait, il y a aussi un domaine beaucoup plus concret qui est intéressant sur ce plan-là, c'est les goûts, en fait, les goûts, les affinités culturelles. Un exemple, moi, qui me vient en tête, bah, j'ai parlé de littérature, par exemple, parce qu'on dit que c'est les femmes qui lisent. Ce qui est vrai, en fait, il y a beaucoup de lectrices, il y a beaucoup plus de lectrices que de lecteurs, comme disait mon maître à l'université. Donc il y a la lecture déjà, hein, le fait d'être un garçon qui aime lire, en plus lire une littérature plutôt romantique, plutôt sentimentale, hein, parce que les classiques sont souvent dans ce domaine-là, etc. Donc il y a ça, mais un exemple plus caricatural, encore une fois, parce qu'il faut rester dans les caricatures, les comédies musicales et les comédies romantiques. Moi, je suis un garçon qui adore ça. J'adore les comédies musicales et les comédies romantiques. Je suis un gros fan, je connais tous les classiques dans le domaine, des plus anciens aux plus récents. Je les ai en DVD, j'adore, je les revois avec plaisir. Je suis un fan de comédies musicales et de comédies romantiques. Mais c'est toujours la même chose, je ne suis pas fan que de ça. Donc peut-être si j'étais fan entre guillemets que de ça, ce qui serait mon droit au passage, et je ne serais pas moins un garçon, et un garçon hétérosexuel crédible, mais je suis même pas que ça, donc en fait, en plus, je suis beaucoup plus nuancé voilà, que ce que je présente là. Moi, parmi les films que je préfère, il y a aussi des Terminator 2, les Terminator, les Sin City, etc. Des films connotés plus garçons, entre guillemets, pour ce que ça veut dire. Voilà, mais effectivement, parmi les films que j'adore, un de mes genres préférés, déjà c'est les drames sentimentaux, mais il y a les comédies romantiques et les comédies musicales, qui vraiment ont cette connotation très gay. Les comédies musicales, c'est vraiment l'archétype, le cliché. Il y a une légende qui dit que si vous êtes un garçon que vous aimez les comédies musicales, c'est comme aimer caricaturalement Mylène Farmer ou Maria Carey en tant que garçon, vous êtes gay. Voilà. Donc, le fait est, et en plus, vous voyez, moi quand je dis que je ne lutte pas contre les clichés, parce qu'ils n'existent pas pour rien. Moi, il y a un truc en lequel je crois, c'est que les clichés n'existent pas pour rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout rassembler sous le cliché, mais en tout cas qu'il faut admettre qu'ils sont pas là pour rien. Et c'est vrai, moi, beaucoup de gays que j'ai rencontrés, ou alors des gens qui aimaient voilà, Maria Carey ou je sais pas, Mylène Farmer, des garçons, effectivement, se sont avérés gays. Donc je vois très bien d'où vient le cliché, parce que on voit bien les réalités auxquelles ça renvoie. Là, je trouve que ça marche pas avec moi, parce que je suis très fan de comédie musicale, et que non, je suis pas gay. Mais effectivement, c'est vrai que les autres personnes que je connais qui apprécient ça, sont soit des filles, soit des gays. Moi, je connais quasiment aucun gars hétéro autour de moi, et des gens que j'ai rencontrés qui apprécient les comédies musicales. Je sais pas pourquoi, comment l'expliquer, mais c'est comme ça. Et moi, j'adore ça. J'adore ça. Je suis tombé dedans à l'adolescence, et voilà. Et donc, aimer les comédies romantiques et les comédies musicales. Certains pourraient se dire, pourraient croire, attends, c'est génial, attends, c'est énorme, là, c'est le cheval de Troie. Si tu aimes ce genre de choses que les filles aiment bien, et elles trouvent jamais de gars qui aiment ça comme elles, c'est trop bien, parce que là en fait, oui c'est cheval de Troie, encore une fois, c'est que tu vas, toi sans te forcer, tu vas pouvoir regarder ça avec elle, tu vas pouvoir en parler avec elle, vous allez avoir des points communs, même aimer les Disney, moi je suis très fan de Disney, donc voilà, aimer Disney, aimer les comédies musicales, aimer les comédies romantiques, c'est trop bien. La fille elle se plaint toujours que son mec regarde pas ça, toi tu vas regarder ça avec elle, ça va être trop cool. Mais en fait, figurez-vous que non, c'est ça qui est vicieux, encore une fois, ce que je disais avant, c'est que, évidemment, elle va trouver ça charmant, plaisant,
en effet, d'avoir quelqu'un avec qui en parler, avec qui regarder ça. Mais en même temps qu'elle va trouver ça plaisant, que ça va vous rapprocher sur un plan amical, de complicité, elle va voir en vous son équivalent, son semblable, eh bien ça va vous éloigner d'elle sur un plan d'altérité érotique, d'attirance sexuelle, de sexualisation. Et ça peut vraiment vous faire du tort à votre image de garçon, à votre image virile, et donc de charisme viril et d'attirance. C'est tragique. À croire que quelque part inconsciemment, peu importe ce que le discours intellectuel, parce que ça c'est le discours intellectuel. Dire ouais, je voudrais un gars comme ça, faudrait que la virilité évolue, tout ça, c'est le discours intellectuel. Mais malheureusement, la sexualité, l'attirance, c'est animal. C'est très instinctif. Donc on peut raconter intellectuellement ce qu'on veut, refaire ce qu'on veut intellectuellement, ça va se passer sur un plan irrationnel quasiment. Moi en tout cas je crois, ça je suis très fataliste encore une fois. Et donc, quelque part je pense quelque chose qui se joue dans ce genre de goût, qui vous décrédibilise et vous ôte, en même temps que ça vous ajoute du charisme amical et de la proximité psychologique éventuellement avec la personne, ça vous en éloigne sexuellement et donc ça vous ôte du charisme viril. Et donc ça vous fait du tort finalement. Ça vous fait du tort sur le plan, si vous êtes intéressé sexuellement par la fille ou sentimentalement, érotiquement, ça peut ne pas le faire. Parce que mine de rien, le fait que vous aimiez ce genre de choses, que vous soyez le gars avec qui elle peut regarder Moulin Rouge, parce que Moulin Rouge c'est un de mes films préférés, vraiment un de mes films préférés, hein, voilà, qui me tient très à cœur. Même regarder Chicago, regarder, je sais pas, Le Fantôme de l'Opéra, Mamma Mia, moi j'adore Mamma Mia, j'adore ABBA et j'adore Mamma Mia. Mais imaginez, ça peut faire entre guillemets des petits désastres en quelque sorte. Parce que c'est plus fort peut-être que la personne, mais le gars comme ça qui chante devant Mamma Mia, qui adore Mamma Mia, qui connaît par cœur les chansons dans le film, voilà, c'est un film méga girly, Mamma Mia, bah, ça peut vraiment foutre un coup dans le... Voilà, ça va vous rendre très sympathique amicalement à la fille, mais ça peut vraiment faire cet effet, ah ouais quand même. Voilà, donc je pense vraiment malheureusement que ça fait ce genre de dégâts, ce genre de désastre. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'aime les comédies musicales, je vais pas le cacher, m'en cacher, le refouler. J'aime ça et j'ai envie qu'on m'accepte en aimant ça. Mais c'est vrai que je vois bien le tort que ça peut me faire. Alors que ça a l'air d'être le bon plan. Et c'est pareil pour les comédies romantiques. Moi je suis très fan des films avec Hugh Grant, avec Julia Roberts. Je connais toutes les comédies romantiques. Moi j'ai toujours aimé regarder ça. Et voilà, et donc ça peut pareil faire un peu bizarre. Parce qu'en fait on dit mais ce gars-là il adore ce genre de film et tout. C'est un peu, on se sent un petit peu en mode gay en regardant ça. Euh, et ce qui est drôle, moi, c'est que les filles que j'ai côtoyées, alors pas toutes, mais les filles, une de celles avec qui j'ai été, hein, carrément en couple, ce qui était marrant, c'est que elle adorait les films plutôt testostéronés, elle aimait bien les films un peu dark. Je sais qu'elle était très fan de tout ce qui était Seven, tout ce qui était Fight Club, tout ça, les films de Fincher, les films un peu comme ça. Elle était plutôt portée à ce genre de film, elle aimait bien les thrillers, tout ça. Moi, pas de problème, j'aime ça. Moi, Fight Club, c'est un de mes films préférés. Vous voyez, alors là, pour le coup, on peut pas passer à la virilité. Moi, Fight Club, c'est un de mes films préférés. J'adore ce film, il est culte pour moi. J'adore Seven, en fait, j'adore le travail de Fincher jusqu'à Panic Room, à peu près l'époque Panic Room. Et donc, moi, il n'y a pas de problème, j'adore ces films-là. Je suis hyper client, j'adore, ils sont très importants pour moi. Mais je n'aime pas que ces films-là. J'aime d'autres sortes de films. Et pour le coup, elle était. Elle n'aimait pas les trucs romantiques, elle trouvait ça niais, elle trouvait ça mièvre et tout, elle n'était pas très portée comédie romantique. Et là j'avais un problème parce que j'avais du mal à lui faire voir des films comme ça, moi je voulais les voir avec elle, et j'avais du mal en fait à lui faire voir des films sentimentaux, des films d'amour, moi je voulais regarder Her avec elle, je voulais regarder Eternal Sunshine, je voulais regarder, je sais pas, Pretty Woman, je voulais regarder Notting Hill, et elle voulait pas, ça l'intéressait pas, et elle rentrait pas dedans, même Libby Before Sunrise, tout ça, parce que elle était moins romantique que moi, elle n'était pas portée sur ce genre de choses, elle était moins sentimentale, et donc c'est marrant parce que là vous vous retrouvez plus romantique entre guillemets que la fille avec qui vous êtes. C'est particulier comme ça hein, quand dans un couple hétérosexuel, en tant que garçon, vous avez des goûts plus féminins que la fille avec qui vous êtes et vous êtes plus féminin dans votre attitude que la fille avec qui vous êtes. Qui pourtant elle aussi est féminine en fait, mais vous avez tous les curseurs au-dessus d'elle. Et ça vous met du coup fatalement quand même ça dans la distribution des rôles du couple, ça vous met comme dans le rôle plutôt de la fille quasiment. Voilà, donc c'est très spécial. Et je pense que ça peut encore une fois vous desservir, faire du tort. Parce que d'un moment, la fille, on peut presque le comprendre, elle cherche un mec, en quelque sorte. Quelqu'un qui va être dans un peu son opposé, éventuellement, dans l'altérité, en tout cas plus soft sur ces aspects-là qu'elle, qui peut apprécier, accepter, mais en tout cas pas au point comme ça d'être plus qu'elle dans chacun des aspects. Et voilà, et donc je pense vraiment que ça fait de vous un très bon candidat ami. Je peux le constater et l'éprouver, mais alors les ennuis peuvent commencer différemment. Et je le déplore. Je trouve ça quand même absolument dingue que ça se passe ainsi. Vraiment dingue. Mais voilà, les faits sont têtus et souvent cruels. De toute façon, je vais vous dire une chose que je pense, qui me semble observer depuis très longtemps, et un peu déploré, parce que c'est pas l'aspect dont je suis le plus fan, c'est que entre les deux caricatures que sont la masculinité et la féminité,
donc la virilité et la féminité, celle qui est la plus présente globalement chez les êtres humains, c'est la masculinité. Je pense que la plupart des femmes sont plus masculines que féminines. C'est-à-dire que, voilà, en fait, le vrai mythe dans l'histoire, c'est la féminité. Alors là, ça fait très Simone de Beauvoir. Je dis ça, j'ai pas encore lu le deuxième sexe en entier, donc je m'avance pas. J'attends d'avoir lu le deuxième sexe. Je suis pas sûr d'être d'accord avec les conclusions de Simone de Beauvoir. Moi, je crois en l'existence de la féminité. Mais par contre, je suis prêt à concéder une chose et à déplorer une chose, que moi je la déplore. C'est que je crois que la féminité est plus marginale que la virilité, que la masculinité. Je pense qu'en fait, la masculinité est plus répandue, y compris chez les femmes. Quand on regarde aujourd'hui les femmes depuis la libération sexuelle, depuis les années post-féministes, etc., je trouve qu'elles ont des caractéristiques plus masculines que féminines, globalement. Le côté girly, le côté fifi, tout ce qu'on a associé à la féminité est finalement assez rare, entre guillemets. Moi, je le trouve plus marginal que l'inverse. Parce que je rencontre beaucoup de filles, on voit beaucoup de femmes qui ont des caractéristiques proches des hommes, caricaturalement. Enfin voilà, les femmes, quand elles sont libérées sexuellement, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont mises à porter des pantalons, elles se sont coupées les cheveux, elles sont mises à fumer, à boire, elles ont dit autant de gros mots que les hommes, elles ont fait du sport. On voit ça émerger chez Proust, côté garçonne. Proust, c'est le début du XXe siècle, donc c'est les années folles qui arrivent, c'est la garçonne, tout ça. Et c'est vrai que l'émancipation féminine, quand on a laissé faire aux femmes ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles ont plutôt fait? C'est des choses qui sont plus proches de ce que faisaient les hommes que de ce que faisaient les femmes jusqu'à maintenant. Donc comme si en fait quand on laissait un être humain faire un peu ce qu'il voulait, la tendance était plutôt la masculinité que la féminité. Comme si la féminité en fait était un phénomène plus marginal dans l'histoire, ou moins naturel, plus un mythe, une création, quelque chose une tendance moins dominante entre guillemets. Et que même une femme va être portée à des comportements qu'on attribue plus au masculin, à la virilité. Et ce qui peut expliquer, moi en tout cas, mon parcours, mon vécu, même chez des filles qui sont très belles, qui ont des côtés très féminins, très féminines, qui étaient coquettes ou je sais quoi, ou qui mettaient en avant leurs atouts féminins, et qui avaient des aspects évidemment féminins encore une fois, mais des marques très viriles en elles quelque part en fait, et qui me rendaient moi, par comparaison, presque féminin à côté d'elles, plus féminin qu'elles, encore une fois dans les caricatures, dans les attributs stéréotypés. Mais entre autres la dimension romantique que j'évoque souvent, moi j'ai rencontré peu de filles romantiques. Et dans ma définition de ce que c'est que le romantisme, qui est peut-être trop extrême justement, voilà, mais bon, en fait, qui en réalité pas extrême, qui est puriste, qui est juste la vraie, pas le mot galvaudé avec un petit R, le vrai romantisme qui vient de loin, mais aussi en fait dans le comportement quotidien, dans la façon d'être, finalement, moi j'ai peu rencontré le romantisme chez les filles. J'ai rencontré beaucoup plus de filles qui ont des caractéristiques plus proches de garçons standards, en fait des gens normaux, de pas être spécialement à l'aise avec le fait d'exprimer leurs sentiments, qui sont pas très bavardes sur le sujet, qui écrivent pas des pavés, qui sont pas dans la sentimentalité spécialement, voire même qui ont des propos assez durs, qui sont même assez ironiques par rapport à ça, qui se moquent volontiers de ça, qui trouvent très vite les choses niaiseuses, niaises, etc. et tout. Donc la fille telle qu'on se représente un peu la girly, ça a été fustigé par certains humoristes. Je sais qu'une humoriste comme Florence Foresti s'était beaucoup emparée comme ça des clichés de ce que c'est qu'une fille, et qui est cette fille et où est-elle, que fait-elle cette fameuse fille qu'on se représente comme la fifi, la fille classique et tout, qui aime les comédies romantiques, qui boit ça, qui mange ça, qui se comporte comme ça. Elle existe, les clichés même pas de nulle part. Mais il est vrai que je pense en fait que globalement, en fait, quand on laisse faire ce qu'elles veulent aux femmes, en fait, elles aiment le même cinéma que les garçons. Les filles sont fans de Tarantino comme les garçons. C'est un cinéma de Tarantino qu'on pourrait dire c'est un cinéma violent, masculin, etc. Tarantino a beaucoup de fans chez les femmes, et non pas beaucoup de femmes chez les fans. Voilà, elles regardent du Fincher, elles regardent les mêmes choses que voilà. Il y a bien sûr qu'il y a des choses qui sont regardées plus volontiers par les femmes, qui sont lues plus volontiers par les femmes, mais il n'y a pas de différence énorme entre les hommes et les femmes depuis qu'on on les éduque de la même façon et qu'on les laisse faire un peu ce qu'ils veulent. Il n'y a pas cet abysse psychologique et comportemental et culturel entre les hommes et les femmes qu'on a pu s'imaginer, se figurer, se construire à une époque. Globalement, les hommes et les femmes apprécient les mêmes choses dans la vie, recherchent les mêmes choses, y compris sexuellement, ça a brisé beaucoup de mythes. Les femmes ont une libido comme les garçons, aiment le sexe comme les garçons, etc. Enfin, on a pu détruire beaucoup de choses en fait et limiter les différences. Mais je trouve que du coup, ce qui émerge, ce sont les valeurs masculines. Voilà, je trouve que les valeurs, bizarrement, c'est ça qui est drôle en fait, c'est que les valeurs masculines triomphent bizarrement. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est presque un échec du féminisme. Alors moi, tel que je l'entendrais, c'est que le féminisme, on aurait pu entendre ça comme le fait de promouvoir les valeurs féminines et de montrer en quoi elles valent autant que les valeurs masculines, voire même peut-être plus. Or, je trouve que le féminisme
s'oriente vers un féminisme très couillu, très burné, un peu badass, justement, qui veut aller vers la force, vers la violence, vers l'affirmation, cherche des héroïnes, qui cherche la lutte, l'affrontement, la confrontation, qui cherche en fait à se faire pousser des couilles, entre guillemets, et en fait qui met beaucoup en avant les valeurs masculines quand on y pense. Et dans les comportements, qui va vers des comportements qui étaient avant associés aux garçons et aux mauvais garçons. Fumer, boire, etc., faire la fête, tout ça, ça fait à la base, enfin, on va dire, viril en quelque sorte. C'était avant des comportements réservés aux garçons, les filles on les mettait dans des couvents, etc. et tout, on en faisait des êtres de pureté, c'était une illusion totale, hein. Ça prouve qu'on luttait contre une nature qui n'était pas la leur, parce que c'était comme, en fait ce sont des êtres humains, hein. Girls just want to have fun, comme disait Cyndi Lauper, les filles sont des garçons comme les autres, hein. C'est la phrase, et en fait moi j'y crois assez à ça, les femmes sont des garçons comme les autres, et c'est plus vrai dans ce sens-là que dans l'autre sens. Alors, ça peut être une très bonne nouvelle sur un plan égalitaire, féministe et tout, hein. C'est vrai qu'on se dit, tiens, après tout, au moins comme ça, on casse une bonne fois pour toutes le mythe des différences, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, tout ça. Mais je pense qu'on va un peu vite en besogne, je pense qu'il y aura toujours une différence entre les hommes et les femmes. Moi, je crois quand même en la féminité, en la masculinité, et je crois que c'est différent d'être un homme et d'être une femme. Je pense qu'il y a quand même des différences, même si elles fluctuent et qu'il y a des porosités, ça n'empêche pas les nuances, hein. On n'est pas obligé d'être dans une théorie radicale d'un côté ou d'un autre. Et on peut le déplorer. Moi, personnellement, aimant les valeurs féminines, aimant les personnages féminins dans les romans, aimant cette idée de la féminité qu'on avait créée, et l'enviant quasiment, et m'y retrouvant en tant que garçon parfois, me disant, tiens, j'ai presque plus de connexion avec cette vision d'un être humain plutôt féminine que masculine, eh bien, on peut le déplorer. Moi, je trouve ça dommage que le féminisme ait raté cette occasion de dire, oui, il y a la féminité, et la féminité, il faut la défendre parce que la masculinité l'emporte, même chez les femmes finalement, comportementalement, la masculinité l'emporte. Et en fait, il faut peut-être défendre les valeurs féminines parce qu'elles sont belles. Même si c'est caricaturalement associé aux femmes, on dit ouais, alors pourquoi les femmes s'associent à la délicatesse, à la faiblesse, à l'épanchement des sentiments. Mais au lieu de s'en plaindre, au lieu de le déplorer, au lieu de trouver ça humiliant, pourquoi pas y voir de la beauté? C'est beau la délicatesse, c'est beau d'avoir du goût, c'est beau de s'épancher sur ses sentiments, c'est beau d'avoir une capacité de les exprimer. C'est beau le romantisme. Donc, en fait, je trouve ça bizarre, en fait. Je trouve que les féministes ont beaucoup culpabilisé des notions et des valeurs, en effet, connotées féminines, et en fait, ont vu ça comme une insulte, parce que ça faisait cliché, ça faisait stéréotypé, ça l'est, mais peut-être que c'est tout à leur honneur, en fait. Moi, je déplore que soit associé à la masculinité, le fait d'être taciturne, le fait d'être un peu vulgaire, le fait d'être un peu basique, etc. Enfin, je trouve que c'est pas flatteur pour les hommes. Je trouve que c'est beaucoup plus flatteur d'avoir certaines valeurs féminines. Donc je trouve ça bizarre en fait que le féminisme n'ait pas coïncidé avec le côté de presque promotion des valeurs féminines. De dire bah voilà, nous on nous attife ces caractéristiques-là depuis longtemps, certaines exagérément, certaines caricaturalement, donc il faut un peu nuancer, mais ça ne vient pas de nulle part, les clichés ne viennent pas de nulle part, et quelque part ils sont tout à notre honneur, ils sont flatteurs, et on va promouvoir ces valeurs-là et montrer que le monde serait peut-être meilleur avec les valeurs féminines. Peut-être que le monde serait mieux au féminin, avec ces valeurs-là. Et ce serait une inspiration pour les garçons. Et moi, j'ai toujours dit que j'aurais aimé que ce soit plutôt les garçons qui lorgnent du côté féminin dans l'évolution des mœurs, plutôt que les femmes lorgnent du côté masculin. Or, ce qui s'est passé, malheureusement, dans l'évolution de nos mœurs, c'est que quand on a libéré les mœurs, les femmes ont lorgné du côté masculin. C'est les valeurs masculines qui nous l'ont emporté. Et moi, je trouve ça dommage. Et je trouve que ça fait du tort. Et pour des garçons qui se retrouvent plus dans les valeurs féminines quasiment sur beaucoup de choses, souvent, enfin, justement, les artistes, etc., les êtres un peu sensibles et tout, certains gays, certains ne le sont pas, certains sont hétéros quand même, eh bien, c'est frustrant et c'est dommage. Et en fait, ça renforce le clivage et ça renforce l'isolement quasiment. Et voilà, donc du coup, ça va expliquer la position très délicate dans laquelle on se retrouve. Mais je ne cède pas et voilà, je ne fais juste que déplorer cet état de fait, je pose juste la question. Finalement, voilà, peut-être que ça c'est un mythe, peut-être que personne n'est réellement à 100% le cliché de la fille ou le cliché du mec, et sans doute d'ailleurs, ou très peu, et c'est pas intéressant. Mais c'est vrai qu'on est un peu tous en même temps piégés dedans, et que c'est malgré nous, c'est nos perceptions et notre attirance. On est quand même attiré instinctivement par quelqu'un qui va se rapprocher peut-être de ça. Et ça se contrôle pas en fait. Parce que la fille peut voir que vous avez toutes les qualités qu'elle aime. Parfois d'ailleurs, dont elle déplore l'absence chez le gars avec qui elle est ou qui l'attire. Mais c'est l'autre gars qui gagne parce que lui, là, c'est ce charisme viril en fait. Il fait viril. Et donc ça c'est animal quasiment. Là, il y a de l'attirance. Là, c'est un mec. Et vous avez peut-être les qualités que intellectuellement, moralement, elle analyse comme positives. Mais ça vous dévirilise et ça vous enlève ce charme animal et viril et ça vous fait du tort. Et moi, j'ai pas attendu l'époque pour m'intéresser à tout ça, parce que fatalement, étant ce que je suis, moi, dès l'adolescence, en observant
quel genre de garçon attirait les filles, pourquoi les filles préféraient d'autres garçons à moi, quel type de garçon c'était, qu'est-ce qui me faisait du tort, quelle était ma façon moi d'exprimer mes sentiments, d'être, de vouloir aimer, et que ça me réussissait pas trop, etc. Et en même temps que j'arrivais à me faire plein d'amis comme ça, plein d'amis filles, mais que j'avais du mal à passer à l'ultime étape de sexualisation, le moment en fait où, au lieu de vous voir comme un ami, là, elle voit que vous pouvez éventuellement être un amant, être un garçon, etc., à part entière pour elle, là, ça bloquait. Et pourquoi et ça me crée des complexes, ça m'a créé des frustrations, des dépits amoureux, tout ça. Et moi, j'ai eu tout le loisir à l'adolescence, le temps que j'ai pas passé à galocher, etc. Bah, évidemment, j'ai pu le passer à réfléchir à tout ça. Donc, c'est très pénible pour moi aujourd'hui d'avoir des newbies, des gens qui étaient encore dans leur couche, en train de chier dans leur couche. À l'époque, quand moi, j'étais déjà un jeune adolescent, confronté à ces questions-là, me faire la morale aujourd'hui, me prendre de haut, me donner des leçons sur oui, faut remettre en question la virilité, faut remettre en question voilà, se conscientiser, redéfinir la virilité, tout ça. Attends, jeune fille, jeune homme. Moi, à l'époque, j'étais déjà un jeune adolescent, j'étais là avec mes lettres d'amour, avec mes longs messages, avec machin, tout mon côté un peu féminin, entre guillemets, qui faisait pas très garçon, voilà, bad boy ou viril. Et j'ai eu tout le loisir de constater le tort que ça me faisait, de voir voilà, ce qui était préféré, comment en fait on était, quand on correspondait pas à l'image du garçon, vraiment, voilà, et bien en fait, du coup, ça pouvait nous faire du tort sentimentalement. On avait du mal à trouver une fille qui nous désire, parce que des filles, encore une fois, qui veulent être notre amie, qui nous prennent pour confident, ça, il n'y a pas de problème. J'ai jamais de souci à créer une relation de confiance et d'intimité intellectuelle et psychologique avec une fille. Au contraire, d'ailleurs, j'ai souvent eu cette primeur-là, même plus qu'avec leurs propres copains. C'est là le drame, en fait, hein. Vous êtes plus proche d'elles mentalement, psychologiquement, qu'elles le sont avec leurs petits copains. Mais au final, c'est les copains qui les baisent, hein, pour parler concrètement et vulgairement. Et ça c'est une frustration terrible, parce que vous dites, mais la vie est injuste, c'est pas possible. Enfin, c'est l'autre qui ramasse, alors que c'est moi qui élabore une relation avec elle, c'est à moi qu'elle fait confiance. Avec moi qui fait attention quand elle arrête pas de se plaindre que son copain remarque pas quand elle va chez le coiffeur, fait pas attention, la complimente pas sur autre chose que son cul et ses seins, et remarque pas ses tenues ou tout ça, qu'il n'exprime pas ses sentiments, qu'il lit pas, qu'il aime pas la lecture, qu'il n'est pas cultivé. Mais c'est avec lui qu'elle est. Et c'est moi qui me tape le rôle du meilleur pote. Alors ça, c'est un grand classique, on connaît. Bon, je vais pas revenir sur la friendzone, je vous renvoie au podcast sur la friendzone qui est un truc à part entière, mais ça crée des frustrations. Vous dites, mais attendez, ce monde est absurde, on marche sur la tête là. Pourquoi c'est pas moi du coup? Bah c'est pas moi parce que je suis conscient. Là-dessus, je me résigne, je baisse les armes. Ça fait pas viril. C'est triste à dire, mais ces caractéristiques-là, elles ne sont pas viriles. Elles font féminines, elles font efféminées. Et les filles, animalement, elles sont souvent attirées par des gars qui font mec, par des gens virils, qui ont des caractéristiques peut-être dont elles se plaignent, qu'elles déplorent souvent, mais si elles sont absentes du gars, le gars fait moins homme en quelque sorte, il fait un peu efféminé. Et l'efféminé, ben, ça plaît pas à beaucoup de filles, et du coup, voilà, vous passez pour le meilleur ami, pour le confident, pour la tafiole, mais pas pour le gars crédible, viril, qui la protège, qui la rassure, qui est attirant, qui sent l'homme, etc. Phéromonalement, ce n'est pas efficace. Et voilà, donc ça, je l'accepte comme une fatalité, parce que malheureusement, c'est presque animal, c'est presque inconscient, on le subit en fait, parce que même moi, encore une fois, peut-être que je vais effectivement préférer une fille qui a des caractéristiques féminines stéréotypées en quelque sorte, et voilà, et peut-être être moins attiré par la fille qui fait un peu garçonne, un peu gars manqué. Encore que c'est pas forcément vrai. Moi, j'ai d'autres critères qui sont beaucoup plus, au-delà de ça, qui sont plus esthétiques en fait. Moi, je suis touché par la beauté, même pas la beauté parfaite, plastique et tout, parce que j'aime pas les filles qui sont méga canons, les mannequins, c'est pas du tout mon genre, mais il faut que je sois touché en fait. Moi, faut que je sois touché par une apparence. J'ai pas forcément ces barrières-là. Moi, j'ai pu trouver attirant des filles qui font garçon manqué, qui ont des caractéristiques un peu masculines, tout ça. C'est pas le souci. Mais vous voyez, en tout cas, même si je cherchais les caractéristiques féminines chez les filles, je suis presque légitime à les désirer parce que je les propose moi aussi. Et donc je peux les comprendre. Je propose la même chose. Voilà. Donc, et par ailleurs, voilà, encore une fois, moi je me sens garçon et j'ai jamais eu de problème de trouble de la sexualité. Et puis, j'ai des côtés qui font en contrebalancement très gars en fait, hein. Parfois, il y en a qui ont trouvé moyen de me trouver misogyne ou macho. Vous voyez, comme quoi, hein, tout arrive, hein. Mais, euh, mais bon, voilà. Donc, voilà, en fait, je crois que j'arrive à peu près autour de mes réflexions. On arrive en plus au temps standard des derniers podcasts, ils sont souvent très longs, mais à peu près dans ces eaux-là, dans ces durées-là. Donc je crois que je ne vais pas m'étendre davantage, je vais doucement mener ce podcast à son terme. Oui, c'était mes petites réflexions du jour. Je ne sais pas trop comment synthétiser ça, sur le fait d'être romantique, sur le fait d'être efféminé, sur la virilité, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce sont des questions que j'explore depuis très longtemps. Encore une fois, de par mon vécu, auquel je réfléchis depuis très longtemps, qui me questionne, qui me préoccupe depuis très longtemps, sur lequel j'ai écrit il y a déjà longtemps. Je me souviens que sur un forum dont je faisais partie, j'avais carrément écrit un essai dessus. J'avais écrit ça, le charisme viril. J'avais écrit un essai, j'avais 21 ans.
Donc c'était dans les années, fin des années 2000, 2000 début des années 2010. Et ça avait circulé sur le forum parce que tout le monde se l'était passé, tout ça. Plein de gens l'avaient lu, m'avaient envoyé d'ailleurs des bons commentaires. Et j'avais réfléchi sur ça. Et on était avant les woke et les SJW, les machins. Et j'avais posé la question du genre, j'avais posé la question de ce que c'est qu'être un garçon, ce que c'est qu'être une fille, ce que c'est que la virilité, ce que c'est que la féminité. Et pourquoi quand on a un garçon qui rentre pas dans les clous, dans les clichés de la virilité, eh bien on n'est pas considéré comme un homme alors qu'on devrait. Et que quand on a une fille qui rentre pas dans les clichés de la féminité, eh bien on n'est pas considéré comme une fille alors qu'on devrait. Tout ça, j'avais écrit là-dessus, j'avais réfléchi là-dessus, ça me passionnait. Et voilà. Et aujourd'hui, je me fais faire la morale, je me fais prendre de haut par des petits cons et des petites connasses qui font comme si j'étais une espèce d'arriéré, réac, homophobe, etc. Parce que dès que vous n'entrez pas dans leur mode de pensée, vous êtes forcément du coup l'ennemi, le facho, etc. Alors que ces questions-là m'ont toujours préoccupé, que j'ai toujours été au centre de ces questions-là, parce que vu ma façon d'être, comme je suis pas vraiment le macho du coin, eh bien, fatalement, moi, j'ai été victime, entre guillemets, de ces mauvais jugements, voilà, d'être pas pris au sérieux en tant qu'homme et tout. Donc vraiment, je comprends ces choses-là. Mais la différence, c'est que je les politise pas, et j'en fais pas des porte-étendards identitaires, etc. Et surtout pas des luttes, voilà, enfin. Donc bref, donc voilà, ces choses-là me préoccupent depuis très longtemps, elles n'ont pas fini de me préoccuper, elles m'intéressent toujours autant, parce que je les subis encore, je les vis encore, et vous voyez, elles me posent encore question aujourd'hui, parce que mais encore aujourd'hui, je suis ce gars qui envoie des messages trop longs à des filles qui lui plaisent, qui l'attirent, à qui il voudrait plaire, avec qui il voudrait être lui-même et en même temps, bah voilà, sans sacrifier ce qu'il est, eh bien voilà, essayer d'être crédible virilement en tant que garçon qui peut les rassurer, leur plaire. Et ça, malheureusement, je me demande si c'est possible en fait, parce que souvent, je suis mis dans la mauvaise case parce que ben elles apprécient beaucoup la créativité du gars, les messages très créatifs, les émoticônes partout, il est expressif, il est drôle, le machin et tout, il analyse, il s'étend sur ses sentiments, il est pas dans la retenue et tout. Tout ça, c'est très charmant, c'est très bien, il a du goût et tout. Mais ça m'effémine, ça me met dans la mauvaise case et ça me fait du tort, donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est vraiment pas facile et ça me pose vraiment des questions sur mes relations avec le sexe opposé, avec les femmes, sur voilà, quelqu'un qui peut vous prendre au sérieux en tant qu'homme, vous viriliser entre guillemets, vous trouver attirant sexuellement, il faut quand même le dire, c'est l'étape ultime, hein, c'est la sexualisation, alors que vous avez ces caractéristiques qui font très fifi en fait, voilà, qui peuvent vite être connotées, voilà, gay ou fille, quoi, voilà. Donc bref. Écoutez, voilà, cette fois c'est vraiment la fin de ces réflexions. Sur ce, je vais vous laisser, je vais pas m'attarder plus longtemps. Je vais remercier ceux qui ont écouté jusqu'au bout ce podcast, cette improvisation une nouvelle fois, et vous donner rendez-vous donc dans un prochain podcast, une prochaine improvisation, au plaisir, pour ceux qui seront là. Et puis bah, d'ici là, écoutez, portez-vous bien, bonne journée, bonne nuit selon le moment où vous écoutez ce podcast, et à la prochaine. Salut les Happy Few. Ah, au fait, et j'oubliais bien sûr, hein, puisque voilà, je suis quelqu'un qui est très expansif, très expressif, hein, et qui aime en retour qu'on lui envoie de l'amour, qu'on lui dise qu'on l'aime, et qu'on exprime ses sentiments, et qu'on dise ce qu'on a sur le cœur, en soi, et qu'on montre toute sa sensibilité. Eh bien, n'hésitez pas à exprimer tout ça dans les commentaires, montrez toute votre sensibilité, toutes vos idées, tous vos sentiments, exprimez-vous, faites des pavés, mettez des smileys, des émoticônes partout, je veux voir des cœurs. Dans les commentaires, je veux des cœurs, je veux des clins d'œil, je veux des bisous, je veux des arcs-en-ciel, je veux des nuages, je veux tout ça. Voilà, vraiment, décorez vos commentaires, exprimez tous vos sentiments, mettez votre âme à nu. Voilà, voilà, vraiment, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, n'hésitez pas à donner des réactions, vos remarques, et je les lirai avec plaisir comme toujours. Voilà, à plus, salut la Pifio.